3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Louis de Gouillon-Matignon. J'ai pas fait l'erreur cette fois. Qui est du coup docteur en droit de l'aérospatiale. Ouais, exactement. Et qui est aussi du coup le CEO de Token Space qui envoie du coup des objets dans l'espace. Ouais. Présente-toi un peu plus. Ouais, Je te remercie, Soufiane. En gros, donc moi, je m'appelle Louis, j'ai 29 ans et j'ai une formation, c'est vrai, universitaire en droit. J'ai fait mon droit entre la Sorbonne et une autre université qui s'appelle Paris-Saclay. Je suis passé un moment à Assas et j'ai fait, bref, ma thèse en droit. Alors, j'ai une spécialisation droit de l'espace. On y reviendra sur ce que c'est un peu plus tard, mais j'ai fait ma thèse en droit entre Paris 1 et avec un prof de l'université de Georgetown. Donc voilà, j'ai soutenu ma thèse il y a à peu près un an, un petit peu moins. Et donc j'ai eu le grade de docteur en droit et aujourd'hui, je suis notamment à la tête de Toucan Space qui est, en fait la première boîte au monde à pouvoir envoyer des objets dans l'espace et à pouvoir les faire revenir sur Terre et ça à le faire de façon assez régulière. Il y a eu quelques objets un peu délirants qui ont été envoyés dans l'espace, on va en parler. Il y a des trucs vraiment ouf, il y a une pizza, genre Pizza Hut a envoyé une pizza dans l'espace, C'est totalement pas vrai. dingue. Mais si, c'est un truc de ouf. Exceptionnel. Sur la station Mir avec les Russes. Les Russes Ils ont en fait, mangé. ouais, bien sûr. Ils ont même eu une casquette. Et j'ai appris récemment que le premier touriste spatial, Denis Tito, s'est fait mal sur l'ISS. Il voulait pas donner une mauvaise figure. Il a voulu mettre une casquette. Quand il s'est rendu compte que c'était le logo de la casquette Pizza Hut, il a dû mettre du scotch dessus. Une histoire de ouf. Mais en fait, juste pour ça, l'anecdote, c'est que les Russes, ils étaient beaucoup plus ouverts au commerce que la NASA. Et on va en parler après. Mais donc voilà. En gros, ouais, Toucan Space, c'est une boîte qui est française, qui a été créée à Paris et qui a été créée il y a à peu près un an, qui a déjà fait un vol spatial. On a tiré sur la mission CRS-21 grâce à SpaceX et on a tiré il y a à peu près 6 mois. Et notre cargaison d'1 kilogramme qui était composée de cartes postales, d'écussons comme celui-ci là que je tiens dans la main. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Ouais. Voilà, top. Est revenu à peu près au mois de janvier. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai fait ma thèse en droit de l'espace et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait des lois qui permettaient aux entreprises privées d'avoir accès à l'espace. Et donc, je me suis lancé dans ce projet en sachant que je viens pas exactement que du droit et que du spatial. J'avais aussi d'autres passions par le passé qui m'habitent encore. On pourra en reparler. Un truc un peu différent. Mais voilà, c'est merveilleux le spatial. C'est vrai que j'étais plus politique avant et j'ai trouvé dans le spatial qui m'a toujours fasciné, vraiment un super environnement avec des gens qui sont top, des gens qui sont droits, des gens qui sont travailleurs, des gens qui sont simples. Et c'était vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai d'autres projets dans l'aérospatial. J'en reparlerai un petit peu aussi. Une société qui s'appelle Gamma, qui fabrique des voiles solaires. On en reparlera un petit peu si vous voulez après. Mais non, c'est très cool. Voilà, c'est très très cool. J'ai grandi à Paris. J'ai fait un peu de pension aussi, pendant 6 ans quand même. Ah oui. Ouais, ça a été dur parfois, j'en garde sur certains trucs un peu des mauvais souvenirs. Pas toujours facile, mais voilà, je suis là aujourd'hui avec bah, voilà, ce projet un peu de développer le spatial et cette passion que j'ai pour l'espace. Je me suis un peu calmé par rapport à avant, parce qu'avant j'étais un peu speed et tout, mais voilà. Et voilà, super content que vous me receviez, qu'on puisse parler un peu de spatial, j'adore, et de manière générale qu'on puisse parler un peu d'expérience ou d'autres, si ça peut toucher les gens ou peut-être je peux inspirer un peu. En tout cas, là, j'ai eu beaucoup de questions qui ont Ouais. fusé ma tête. Moi aussi, Pension, ouais. tout ça. Pizza Hut, quoi. Pour revenir sur Toucan Space, Ouais. c'est exceptionnel cette idée de pouvoir envoyer quelque chose dans l'espace et y revenir. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller dans l'espace, Ouais. mais c'est pas donné à tout le monde. Donc le fait d'envoyer quelque chose qui nous est cher, ça peut être super intéressant et vraiment symbolique. Comment on fait pour contacter la NASA et envoyer quelque chose dans l'espace? J'imagine que c'est... Alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a dit pourquoi vous, qui en gros êtes personne, quoi. Genre, je suis pas une grande entreprise, je suis pas Airbus, je suis pas Eutelsat, je suis pas Thales. Je contacte la NASA. En fait, depuis 2019, la NASA, en fait, en gros, le spatial, c'est né pendant la guerre froide. C'est né en 57 avec le premier lancement du satellite qui est Sputnik 1. C'est né les activités spatiales de volonté militaire. Et l'idée, c'était que c'était la rencontre de deux technologies. La technologie balistique d'un côté, on faisait les premières fusées. D'ailleurs, c'était les Allemands, les nazis qui avaient créé les premières fusées, ceux qu'on a appelés les V2, pour pouvoir tirer sur Londres et même à terme pouvoir tirer plus loin depuis l'Allemagne, parce qu'avant ça n'existait pas. Et aussi la technologie nucléaire qui a été miniaturisée, bien évidemment au lendemain de Hiroshima et Nagasaki. Donc de cette technologie nucléaire et balistique naît le spatial. Et ça se naît dans un contexte de fin de Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les premiers essais spatiaux. Et on va être dans ce qu'on appelle l'année géophysique internationale en 57-58. C'est le moment aussi où les gens vont commencer à réguler les activités en Antarctique.
parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a le continent antarctique, ce sont des montagnes, il y a de la terre, il y a des bases scientifiques où on y fait de la recherche minéralogique, climatique, océanique, etc., etc. Et il fallait un petit peu encadrer légalement cette terre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à regarder vers les cieux, vers les étoiles et vers l'espace. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à envoyer des satellites. C'était un petit peu, en fait, plein d'influences différentes. Et en fait, ça a donné naissance à l'ère spatiale, qui s'est traduite ensuite par une espèce de course à l'espace entre d'un côté l'URSS et les États-Unis, avec des dates un peu clés, 57, 61 avec Gagarine, 63 avec la première femme Valentina Tereshkova, 69 avec le premier alunissage avec Neil Armstrong et notre ami Buzz ici présent, dont je pourrais reparler un petit peu par la suite. On a eu ensuite les premières stations spatiales, bref. 90, c'est la chute de l'Union soviétique, avec un paysage qui se fractionne un petit peu, avec les premières activités commerciales qui apparaissent, avec grosso modo des opérateurs de télécom qui vont se privatiser, et des premières applications satellitaires, surtout en orbite dite géostationnaire. C'est grosso modo à 36 000 km de la Terre. En fait, les lois de la mécanique céleste font que si on met un objet à une distance suffisante de la Terre, il peut toujours tourner autour de la Terre au même moment. Alors que pour l'instant, le principal des satellites qu'on envoie autour de la Terre, ils ne tournent pas de façon synchrone avec la Terre. Et bon, bref, c'est des questions d'orbite et de mécanique céleste, on pourrait y revenir. Et en gros, dans les années 90-2000, on a ces premières vagues de privatisation, et c'est là que vont naître les premières activités spatiales, et c'est là que va naître ce qu'on va appeler aujourd'hui le New Space, avec des entrepreneurs comme Sir Richard Branson, Elon Musk ou Jeff Bezos. C'est en fait ces gars-là qui viennent plutôt du monde de l'Internet, qui ont fait fortune en général dans le monde de l'Internet, vont se dire, il y a vraiment quelque chose à faire sur le spatial. C'est un peu les enfants d'Apollo 11, c'est des gens qui dans les années 60-70 avaient grosso modo une quinzaine, une vingtaine d'années, quoi, ou même peut-être un petit peu plus jeunes, 5-6 ans, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais qui bref, à partir des années 2000-2010, sont des gens qui ont 40-50 ans et qui ont envie d'aller sur le spatial et de faire du commercial. Et donc depuis grosso modo une vingtaine d'années, on est dans la période dite du New Space, en gros. Et en fait, la NASA, notamment sous l'influence de Trump, a dit, et l'administration de Jim Bridenstine, la NASA, a dit, grosso modo, on va ouvrir aux activités commerciales le spatial. Et c'est là, moi, dans le cadre de ma thèse que je fais entre Paris 1 et Georgetown, que je me rends compte qu'il y a une loi qui permet en fait maintenant aux entrepreneurs privés d'avoir accès à l'ISS. Et c'est un truc qui est passé en fait relativement, comment dire, de façon cachée. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, j'ai appelé différents contacts que j'avais avec la NASA, parce qu'en fait, dans le cadre de ma thèse, j'avais eu pas mal d'interlocuteurs NASA pour des questions de droit, et les mecs m'ont mis en relation avec les bonnes personnes, etc., etc. Et c'est comme ça, grosso modo, réponse très très longue à une question très très courte. Non, mais c'est super. Ah, mais Voilà, c'est bien. Il y a tout un contexte. Là, t'as Ouais, voilà, le contexte, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire aujourd'hui. Et c'est surtout que c'était dingue, quoi. Au début, je l'ai fait en mode, déjà, si j'arrive à faire un tir vers l'espace, c'est ouf, quoi, de dire, je suis avec la NASA, je vais faire un tir, etc. Il y avait un peu le côté orgueil et tout, de pouvoir dire, hey, je travaille avec la NASA, les gars, et tout. Le mec a fait un tir, il travaille avec la NASA. Mais c'était vraiment ça, c'était vraiment le délire, en fait. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait vraiment il y avait énormément de choses à faire, et aujourd'hui dans le spatial, et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu arrêté mes anciennes activités plus politiques. D'abord parce que je trouve que c'est très difficile aujourd'hui. Ça part un peu dans tous les sens, le climat politique, et je trouve que ça m'intéresse moins, c'est moins stimulant intellectuellement. Le spatial, pour lequel j'ai toujours été passionné, est aujourd'hui sublime. Il y a des trucs énormes qui se passent. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai contacté la NASA grâce en fait, à l'avocat de la NASA, qui s'appelle Steve Myrmina, vous pouvez taper sur Internet, et qui m'avait aidé dans le cadre de ma thèse. Et il m'a dit, bah, je vais te mettre en relation avec les bonnes personnes, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis entré en contact avec les bonnes personnes. Et je me rappelle, juste, je te donne cette anecdote qui était un peu ouf. On était pendant le confinement. J'étais en train de faire des spaghettis, et là je vois un coup de téléphone, mais je vois Washington, et je comprends, tu vois, Washington et tout. Bon. Et là je réponds, tu vois. Et c'était la NASA qui m'appelait pour me dire, ouais, on a commencé à regarder votre dossier et tout, ça se présente bien, on va vous permettre de pouvoir faire un premier tir, etc. Au début, ça va être sur CRS 21 en août, et en fait, ça a été postpone, ça a été décalé dans le temps à cause du Covid et de plein d'autres. En fait, le spatial, c'est toujours décalé, c'est-à-dire qu'un lancement a lieu à une telle date, et en réalité, ça a toujours lieu plusieurs semaines, voire mois plus tard. Donc voilà, et voilà comment j'en suis arrivé en fait à créer des relations avec la NASA. Je suis ensuite parti avec une autre entreprise qui, elle aussi, en fait, est une interface avec la NASA. Je deal pas totalement en direct avec la NASA parce que c'est une agence publique et que c'est pas dans ses compétences que de pouvoir faire du business immédiat. Donc, il faut passer par une entreprise américaine qui est affiliée à la NASA. Et donc, et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est fantastique. Hein. Tu te rends compte d'envoyer quelque chose dans l'espace? T'enverrais quoi, toi, Sofiane? J'enverrai quoi? Des M&M's. Ah ouais. Moi, Pour les savourer de leur retour. Pour savoir quel goût ils ont après, c'est ça, être après passé avoir accéléré. en microgravité, ouais. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont fait pas mal de demandes assez ouf. Là, avec Toucan Space, donc on a fait un premier tir.
qui s'appelle CRS-21. Donc, c'était une mission SpaceX, on est parti un mois. Là, on va faire 4 prochains tirs ISS qui sont vendus. On en a 2 qui ont été vendus à Adopte un mec, la boîte, vous C'est savez, pas de site vrai. de rencontre ici. Et c'est ça toute la campagne de pub. Vous avez pas vu, genre, ta lettre d'amour dans l'espace, etc. Ah, Ils ont si, fait si, si, une si, énorme j'ai campagne vu. de pub. Ouais, c'est nous qui faisons ça. Mais Ouais. c'est fantastique. Ouais. Mais en fait, limite, on voit ça, moi j'y crois pas. Bah, ouais. C'est. En fait, c'est bizarre de voir ça. Tu te dis, c'est une pub comme Red Bull donne des ailes, quoi. Je veux dire, Comment aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont sceptiques par Ouais. rapport à comment on voit. Parce qu'on a l'impression que c'est tellement imperméable de Ouais. dialoguer avec la NASA. Ouais. Et ce que tu nous dis là maintenant, c'est que les entreprises peuvent. Ouais. Alors, bien sûr, j'imagine que c'est super bureaucratique, temps, ouais. enfin, ça prend du temps. Et ils t'ont mis des bâtons dans les roues, comment ça s'est passé? Ouais. C'est avant qu'ils te disent oui, envoie-moi le paquet de 1 kg. J'imagine que c'est 1 kg, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Avant que tu envoies ce paquet d'1 kg, parce que dans On a la dû le changer à la station- dernière minute. Je t'ai expliqué pourquoi après. Ouais. Ah bah vas-y. Tu veux que je te dise, Ouais, ouais je veux bien. En gros, les guidelines de la NASA pour faire voler quelque chose sur l'ISS, c'est ça en gros d'épaisseur. Enfin, moi, je les ai pas lus, si tu veux. C'est l'intégrateur avec lequel je travaille qui s'en occupe d'un point de vue légal et policy. Mais en gros, on avait envoyé des cartes postales et dessus, tu voyais en gros, de manière vraiment minime, le logo Meatball de la NASA. Le Meatball, en fait, il y a 2 logos NASA. Il y a le Worm et il y a le Meatball. Il y en a un qu'ils appellent le logo, c'est je crois le Meatball, et l'autre, l'insignia, c'est le Worm. Vous savez, c'est le truc en rouge avec une très belle typographie, NASA un peu celui moderne, qui ont etc. tous des t-shirts. Ouais, Ah, voilà. partout, Bon, ouais. il y en a 2 en gros. Il y a 2 logos qu'on voit toujours. Soit le Meatball, c'est le truc bleu avec Avec, écrit NASA, que tout le monde a. Soit il y a le truc écrit en rouge, un peu moderne, et on dirait que c'est un ver de terre en fait. Ça s'appelle D'accord, le ouais. Worm, la Un typo. peu comme Sega, ouais. Ça ressemble un peu à. Ouais, voilà, à Sega. exactement, c'est ça. C'est comme la typo Ouais. Sega, exactement. J'ai beaucoup joué, ok. Ça- On en reparlera aussi. Le crochet de malade, quoi. Mais et bref, on avait ces espèces de mini logos sur une partie des cartes postales. Ils nous ont renvoyé toute la marchandise en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser notre logo à des fins commerciales, c'est hyper protégé, etc., etc. Ce que vous avez vu avec H&M, ce qu'on a vu avec pas mal d'autres campagnes, etc. Les mecs ont vraiment pris du temps pour pouvoir avoir ces partenariats, etc. Et en fait, aujourd'hui, NASA c'est devenu plus qu'une simple agence spatiale civile, parce que c'est pas une agence spatiale militaire. En fait, le plus gros investisseur dans le spatial au monde, c'est le DoD. En gros, le département de la défense, c'est le ministère de la défense américain, grosso modo. Ok. Et ils ont dû, à mon avis, H&M vraiment négocier. Et NASA, c'est plus maintenant simplement une agence, c'est vraiment une marque, quoi. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont brandés NASA, etc. Et ça cartonne et ça vraiment, ça inspire aujourd'hui pour plein de raisons. Mais ouais, quand j'ai envoyé ce kilogramme, on m'a demandé plein de choses. On m'a dit qu'il fallait pas que ce soit à caractère pornographique, religieux, hateful, politique, etc., etc. Tous les trucs en gros qu'on n'a pas le droit de mettre dans un avion, on a encore moins le droit de le mettre dans une fusée. On m'a aussi demandé, ouais, vous êtes allé en Corée du Nord, etc. On va en parler de ça et tout. Donc, et au final, on en reparlera si vous voulez, mais ça absolument On veut. peut poser aucun souci parce que voilà, en fait, j'y suis allé vraiment en tant que touriste parce que je voulais découvrir ce pays dont tout le monde parlait, bien évidemment. Et donc, c'était la raison pour laquelle je m'y étais rendu avant. Mais donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Ce qui est le plus long et ce qui est le plus complexe, c'est la paperasse en fait. On pense souvent que la France est super administrative. On parle souvent d'une administration kafkaïenne en France, mais allez voir aux États-Unis, c'est quelque chose aussi. Toutes les normes auxquelles il faut répondre, toutes les lois auxquelles il faut répondre, etc. Et... C'est quand même pour envoyer quelque chose dans l'espace. Ouais, Je veux dire, je suis c'est pas d'accord. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Et voilà, aujourd'hui, on a une série de contrats avec eux. On va être la société privée qui s'adonne à ce type d'activité qui va voler le plus avec eux, parce qu'on a plusieurs contrats qui ont été signés, donc ouais, c'est assez ouf. Et le truc un peu dingue, c'est que maintenant, j'ai aussi approché l'agence spatiale japonaise qui s'appelle la JAXA. En gros, la NASA, elle existe un peu partout. En France, ça s'appelle le CNES, en Allemagne, DLR, bref, en Russie, ça s'appelle Roscosmos, en Chine, CNSA, et au Japon, ça s'appelle la JAXA. C'est une agence spatiale japonaise, et je vais aussi partir avec eux dans l'espace, avec l'agence spatiale japonaise, et donc voilà, donc maintenant, je travaille et avec les Japonais, avec les Américains, et avec une autre petite, avec d'autres petites fusées qui sont dites des fusées suborbitales, où en gros là on part pour quelques minutes dans l'espace et on revient vite. à C'est 120 pas l'ISS. km. Exactement. Ouais. Ah, il a bien révisé ses fiches. Il faut toujours éviter. Exactement. Ouais. C'est exceptionnel. Et là, du coup, ils partent à 400 km avec la. Avec 4000. l'ISS, ouais. Non, 400, Non, 400. mais 4000, Ah non, c'est d'accord, 4000, 400, c'est oui, c'est la vitesse de pour la, l'autre. ouais, de la fusée sonde. Et là, nous, on est à 400, 450 et on vole à 28 000 km/h. On Non. fait grosso modo, ouais, le tour de la Terre
toutes les 90 minutes. Donc quand on est astronaute, en fait, on voit 16 levées de soleil chaque jour. C'est-à-dire qu'on passe 16 fois derrière la Terre et on voit le soleil se lever. Et, Mais ils voient en fait. les astronautes, ouais, Ouais, il y a ils ont, ouais, les astronautes, en gros, ils sont sur l'ISS. L'ISS, c'est comme des Lego, en fait. C'est plein de modules qui sont assemblés les uns les autres. Et chacun des modules obéit à une nationalité en général particulière. Soit ce sont des modules américains, soit des modules russes, soit des modules européens, soit des modules japonais, soit une partie qu'on appelle le Canadarm qui est canadien. Et notamment dans certains modules, il y a des petites fenêtres. C'est Et, beau de voir ça, de voir le monde en fait, le monde entier créer un truc ensemble. Ouais. C'est- Ouais. Ouais, c'est ouf. C'est- Un gros labo. Et Ouais. exactement, et c'est considéré comme en fait l'une des plus grandes réussites de la coopération internationale, l'ISS. Et à un moment, ils voulaient même donner, à l'époque où ils donnaient des prix Nobel, vous savez, ils avaient donné le prix Nobel à l'Europe, par exemple, etc. Ils voulaient donner le prix Nobel à l'ISS pour être la plus grande coopération scientifique pacifique du monde. On avait quand même des Américains et des Russes qui travaillaient ensemble, avec les Européens, etc. Ouais. Ça fait rêver, notamment, on a de la chance d'avoir notre Thomas Pesquet national qui part, à bord de l'ISS, ça fait rêver. Enfin, Ouais, c'est franchement, magnifique. Et le Magnifique. fait qu'on ait des entreprises qui puissent envoyer, collaborer comme ça avec la NASA, ça ouvre des portes, quoi. Ouais. Ça ouvre des portes. En vrai, le spatial français, on pense que le problème, c'est que c'est pas trop notre culture en France, le spatial. Mais en gros, ce qu'il faut qu'on sache quand même, c'est que la France a été un pays spatial très tôt. On a tiré des fusées dès les années 60-65 avec un premier satellite qui s'est appelé Astérix. Et après, on a même mis des animaux dans l'espace. Il y avait une chatte notamment qui est partie vraiment, qui s'appelle Félicette, qui est vraiment, mais c'est vrai, ça fait toujours marrer tout le monde. Non, quand mais on dit ça, quoi. Ça, c'est le vraiment que t'as dit juste avant. Et il y avait même un rat qui est parti qui s'appelle Hector et tout. Non, il y a vraiment, genre, il y a une histoire spatiale française et il y a des très très bons spationautes, astronautes ou cosmonautes, en fait, ça Mais dépend. ils sont partis avec des humains ou... Ouais, après, il y a des fusées qui sont parties. Il y avait même en fait, il y a des Non, humains. les animaux. Non, Non, ils sont non, partis. avec sans- la non, laisse. non, juste Ils en sont mode partis essai, faire quoi. un tour. Non, mais ils avaient envoyé Laika. Ouais. C'est les Russes, non, qui avaient envoyé Ouais, Laika. exactement, Et... ouais. Mais elle est morte, la pauvre. Ouais. Ils ont Après. envoyé la chienne, Laika. Ah bah... Et ils l'ont révélé que récemment, ça. En fait, il y avait plein de trucs qu'ils n'avaient pas le droit de dire. Mm. Et les secrets sont tombés, en fait, d'État. Donc maintenant, ils révèlent un peu plus, quoi. Avant d'envoyer un être humain, ouais, ils ont envoyé, je crois, un Oh, singe, plein, ouais. Chien, un chat, chien. Ouais. je crois, il y avait des Comment il les des a mouches, attachés etc., etc. Oh, bah, il En le fait, met dans un. il les met dans un tout petit caisson et tu vois en fait les vidéos, le chimpanzé Ham par exemple, il est vraiment tout petit comme ça, il a ses petites électrodes, machin, cathodes, là où je sais pas quoi, sur Ça, le c'est visage et atroce. tout. Et en gros, il suivait un peu comment ça allait se passer pour voir s'il pouvait lancer un humain. Et 61 coups de tonnerre, 12 avril, Yuri Gagarin part dans l'espace. Il va faire 1 ou 2 ou 3 orbites, je crois, autour de la Terre. Enfin, très peu, il va rester très peu de temps. Il va revenir. Les Américains, ce sera un petit peu plus tard. Et surtout, ce sera Alan Shepard. Mais en fait, ce sera juste un vol suborbital. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas réussir à ce qu'on appelle satelliser. En fait, la Terre, donc, ça fait partie. En gros, l'espace, c'est plus ou moins vide. Au centre du système solaire, on a le Soleil. Et autour, en fait, il y a un balai de plein de corps célestes. Il y a des planètes, il y a des satellites, les satellites comme des lunes qui tournent autour des planètes. Il y a une ceinture d'astéroïdes, il y a des comètes qui viennent, qui sortent, etc. Et tout ça tourne tout le temps. Bref. Ce qui est intéressant dans l'activité spatiale, en fait, c'est quand on part de la Terre, c'est de réussir en fait à tourner autour de la Terre et de tourner de façon assez continue pour pouvoir faire de l'observation, etc., etc. D'ailleurs, au départ, les activités spatiales, c'était pour prendre des photos au-dessus des territoires. Et c'était pour ça que c'était pour des raisons militaires. Et c'est très très dur de pouvoir satelliser, en fait, de pouvoir atteindre la vitesse nécessaire pour pouvoir ces 7,77 km/s, 28 000 km/h. À partir de cette vitesse de satellisation, en fait, on reste en orbite autour de la Terre, on redescend petit à petit, mais fondamentalement, on reste un certain temps. Tu Sans- tombes sans constamment, moteur, sans en fait. rien. Tu tombes C'est ça, constamment. exactement. Tu Ouais. tombes constamment. Et tu veux que vous voulez que je vous apprenne un truc de ouf? Allez. Ah, Moi, ouais, non, mais ouais. non, c'est pas un truc, non, c'est pas un truc de ouf, mais jusqu'il y a 6 mois, 8 mois, un peu plus peut-être, genre jusqu'il y a un an peut-être, moi je pensais qu'en fait, on flottait dans l'espace parce qu'il n'y avait pas de gravité. On a tous entendu ça. On Mm. flotte dans l'espace parce qu'il n'y a pas de gravité. Ouais. Mais c'est totalement faux. Il y a de la gravité, bien évidemment. C'est juste qu'on la sent un petit peu moins que sur Terre. En fait, on flotte dans l'espace parce qu'en fait, on tombe perpétuellement. Mais c'est pas une question de gravité, en fait, le fait qu'on flotte. C'est comme C'est une sorte de manège, quand on c'est subit ça, léger. exactement, c'est exactement ça. Et moi, je pensais Ok. que c'était parce qu'il n'y avait pas de gravité. D'ailleurs, on dit qu'on est dans une situation de microgravité ou c'est quoi? J'ai oublié les termes, mais c'est pas du tout. La gravité, Mais- elle existe à partir du moment où il y a de la masse. Donc c'est Mais cette gravité, justement, c'est un peu comme des aimants, on va dire. Il y a un Ouais. aimant à droite, un aimant à gauche. On peut être au milieu
en 10 ans, on n'a pas de gravité parce que les gravités s'annulent. Si on est au milieu, par exemple, de deux masses. Ouais, alors ça, c'est un truc, ouais, c'est très très juste. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un scientifique, je crois, français, Joseph-Louis Lagrange. On appelle ça les points de Lagrange. Et en fait, il y a des points d'équilibre entre les corps célestes. Il y a des points d'équilibre, par exemple, entre le système Terre-Soleil, le système Terre-Lune, le système Lune-Soleil, je sais pas, non. En tout cas, le système. Bref, il y a des points, on les appelle les L, L1, L2, L3, bah, bref, il y en a 5, je crois. Et ces points de Lagrange, on est en équilibre. Mais sauf que là, en fait, c'est pas vraiment ça. Là, c'est qu'en fait, on va tirer autour de la Terre un objet qui va tellement vite et qui va en fait tout le temps tomber que en fait ton référentiel, je suis pas scientifique, mais en gros, ton référentiel tombe toujours. Donc tout ce qui est à l'intérieur tombe toujours. Voilà. C'est l'expérience, tu es dans un train, tu laisses tomber un truc, ça part pas dans l'autre sens de la rotation du train, c'est ça tombe avec toi parce que tout est entraîné. Quoi. Bon. Et d'ailleurs, cette expérience-là où tu Je suis peux... vraiment un mauvais Ouais, scientifique. c'est- N'importe Non, quoi. c'est Non, très mais, très bon. non, hein. mais le truc, voilà, les points de Lagrange, c'est important, on peut y revenir après parce qu'en fait, Le- c'est des expériences scientifiques cool là-bas. Justement, ce fait de tomber, tu peux le faire avec... C'est l'A300G, je crois, qui Ouais. part de Toulouse, de Blagnac, Ouais. où il fait des ordres, il paraboles. oscille comme ça, et Ouais. tu subis... Tu peux être en apesanteur, en fait. Ouais. Alors, je sais pas si c'est ouvert au public, si tu peux Si. payer, mais ça coûte une blinde, quoi. Ouais, ça coûte 6 000 euros, je crois, le Ah. vol. Ouais, c'est un peu cher. Ah oui, oui. Et en gros, tu pars d'un avion. Alors maintenant, c'est à Mérignac, c'est à Bordeaux. Ok. Et en gros, tu décolles. Et Thomas Pesquet était pilote de vol d'ailleurs pour ça. Et il y a un astronaute français assez connu qui s'appelle Jean-François Clairvoy qui s'occupe de ça. La société s'appelle Nov Espace, si les gens veulent aller regarder. Ok. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans cet avion-là, les astronautes s'y entraînent parfois. Et on fait des expériences scientifiques. Le CNES, l'Agence française de l'espace, il fait des expériences scientifiques. On va monter. Et là, dans ce cas-là, on va être plaqué vraiment au siège enfin, au parterre de l'avion. Et ensuite, l'avion va redescendre et tomber comme ça. Et pendant le moment où il fait cette parabole, pendant le moment où il est comme ça, où il redescend, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure dans un manège, par Ouais, exemple, à ouais. Fort du Trône. Tu montes sur un manège et tu te sens comme ça. Tu C'est subis pareil. des jets, d'un coup, tu pars à un moment d'équilibre avant de subir les jets de Voilà, l'autre sens. exactement. Et là, dans ce moment-là, pendant à peu près une quinzaine, vingtaine de secondes, tu es un peu en apesanteur et c'est très drôle. Et ça doit rend être malade exceptionnel. comme un chien, en revanche. Ah, tu l'as déjà fait. Non, moi je l'ai jamais fait, mais je me suis chauffé de le faire, mais je l'ai pas fait parce que j'ai trop peur en fait de faire le truc comme ça. Genre là pour l'instant je me sens pas assez à l'aise quoi pour le Ça faire. monte à combien de... Bah ça monte, je sais pas, c'est pas 90 il degrés, tu cabre vois, mais bien, c'est hein. c'est Ouais. vraiment genre tu cabres, genre t'es plaqué et t'es pas très genre. Moi j'aime pas trop tout ce qui est sensations fortes et tout. Aller dans l'espace c'est différent, mais faire ça je suis pas très chaud encore non. Et puis ça coûte cher en plus. Moi, je suis chaud, hein, si on veut m'inviter. Ouais. Ils ont tourné des clips, je Ouais, crois. je suis Ils ont chaud fait un aussi, clip de musique. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avais vu une vidéo de Thomas Pesquet, justement, qui était aux commandes, avec Jamy Ouais, et bien d'autres sûr. Ah, personnes. bien sûr, Et de justement, C'est ils pas sorcier, expliquaient un peu, ouais. Ouais. Et enfin, c'est juste exceptionnel, quoi. C'est juste exceptionnel. Donc, Mais si ouais, tu non, voulais- le spatial, c'est assez dingue. Aujourd'hui, il y a à peu près un peu moins de 600 personnes ou un peu plus. Je sais plus, j'ai pas les comptes en tête, mais il y a en gros 600 personnes qui sont parties dans l'espace. Donc depuis à peu près, on va dire 61 depuis 60 ans, quoi. Donc ça fait pas mal de beaucoup. personnes. Ça fait Bah, pas ça fait beaucoup, quand même pas mais ça beaucoup. fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Et ce qui se passe en fait, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé donc du truc le New Space. En fait, on a de plus en plus de gens qui vont dans l'espace et qui sont des astronautes privés, des touristes spatiaux. Ça a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Denis Tito, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la casquette Pizza Hut. Et il y a eu des gens comme Guy Laliberté du Cirque du Soleil qui est parti aussi dans l'espace. Et grâce à des gens comme SpaceX ou Oui. Blue Origin, il y a de plus en plus de touristes. Justement, j'avais vu, il n'y avait pas Elon Musk qui voulait justement faire des navettes, on va dire, de touristes à 100 000 euros, je crois, la place, ou un truc comme ça. J'avais lu un article comme ça, mais du coup, n'importe qui peut y aller. Il faut pas s'entraîner. Je veux dire, Alors, c'est quand même... Je pense que pour l'instant, n'importe qui peut y aller, il faut avoir l'argent parce que ça coûte assez cher. Pour l'instant, les premiers prix oui, je sont parlais vraiment, pas du prix, je parlais de pour la condition physique. la condition physique. Je crois que tu es formé avant. Je ne suis pas sûr par rapport à SpaceX, mais je crois que SpaceX va se former. Et je me demande si les astronautes qui sont partis, jusqu'à présent, en fait, il y a en gros, il y a 3 pays qui envoient des hommes dans l'espace historiquement. Il y a la Russie, anciennement l'Union soviétique, qui part depuis le Kazakhstan, depuis Baïkonour. Il y avait les États-Unis depuis la Floride, depuis Cap Kennedy, Cap Canaveral. Et il y a la Chine, voilà, qui envoie des hommes dans l'espace de façon autonome. La France, par exemple, n'envoie pas d'hommes depuis le sol français. On a un spatioport qui est fabuleux, qui est en Guyane française, à Kourou, exactement. Ariane Espace, etc. D'où Toucan aussi, d'ailleurs. D'où je Toucan, suppose, bien sûr, l'observatoire Toucan, bien sûr. Et là, c'est pour ça aussi, Ouais, on me l'a je me souvent suis- demandé. Ouais. Mais on n'envoie pas d'hommes dans l'espace. Il y avait eu un projet qui s'appelait le projet Hermès, qui était l'idée d'envoyer avec une petite navette en haut d'Ariane 5 des hommes, mais ça a été abandonné parce que trop cher.
Mais en gros, les hommes étaient formés principalement soit à Star City, c'est dans la banlieue moscovite de Moscou, en Russie, soit à Cap Canaveral, au Texas, pardon, au centre Houston, au Johnson Space Center. Je crois que les astronautes de SpaceX vont être formés par les Texans et aussi notamment par SpaceX. Ils vont avoir leur propre en fait centre de formation d'astronautes. Voilà. D'accord. Le mec est chaud quoi. Le mec a une vision de ouf quoi. Ouais, c'est Et, assez impressionnant. et justement, pour passer, pas passer du coq à l'âne, mais tout à l'heure, quand tu parlais de la Terre, tu faisais bien le format d'une sphère. Et Ouais, c'est évident pour tout le monde, enfin, ouais. pas tout le monde. Et comment tu vois tous ces spéculations sur le terraplanisme, Ouais, etc., c'est les chaud. gens qui n'y croient pas? Parce qu'aujourd'hui, enfin, les astronautes, ils prennent des photos, ils les mettent Ouais, à la seconde sur Instagram et c'est évident. Enfin, on a des preuves. ouais, oui, ça. En enlevant la science, hein, tout Ouais, le côté ouais, ouais. scientifique. Comment tu penses qu'on pourra C'est vaincre ouf. ce phénomène? Enfin, c'est un truc de malade. C'est difficile. Il y a une grosse culture américaine qui est assez ouf, quoi. Et les mecs, c'est les Flat Earthers. Il y a eu un super reportage sur Netflix d'ailleurs sur la question où tu vois que le mec qui lead ce truc-là est un ancien champion de flipper numérique. Genre le mec était champion genre de flipper de software pinball. Enfin, tu sais, le truc que tu jouais sur internet et tout, le mec a une vie de ouf. Il rencontre une autre nana qui est totalement dans son monde, quoi. Et, pour pas dire barge, et ils sont à fond là-dedans. C'est assez touchant parce qu'ils sont vraiment, ils y croient vraiment, ils mettent de l'argent. Il y a même un mec qui est mort pour démontrer que la Terre était plate. Il avait fabriqué sa propre fusée. Il a été vachement d'ailleurs respecté dans le monde du spatial parce que le mec a réussi en gros avec rien à faire une fusée, à monter à une certaine altitude. Le problème, c'est qu'en fait, il a eu un problème dans le déploiement de ses parachutes Oh et il merde. s'est craché. Ouais, non, mais c'est vrai, il s'appelait, j'ai oublié son nom, mais il y a une vraie communauté aux Mais États-Unis. du coup, il voulait faire, il voulait tourner en orbite. Ah, il voulait voir. Donc Non, c'est qu'il non, croyait. Non, ouais, il voulait juste aller tout droit. il voulait Voir. monter et voir de haut si la Terre était, Ça se s'il y trouve, avait il une a vu. courbature. Il l'a vu, mais il n'a pas pu On saura répondre. jamais quoi. On saura Mais c'est jamais. chaud. Mais donc il y a vraiment une communauté et bah, c'est un peu de la contre-culture quoi. C'est ces phénomènes qui naissent et dans lesquels bah, les gens s'y retrouvent et c'est une communauté comme une autre et voilà. Mais Comme bon, c'est l'alunissage aussi, il y a ouais, plein de gens, pareil, c'est pareil, dingue. pareil, pareil. C'est dingue. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment du mouvement. Enfin, j'ai pas envie de donner de l'espace à ce débat-là ici, mais Ouais, il y en a. Ouais, mais comme tu as du mouvement, comme il y a plein de communautés qui croient en plein de trucs différents, tu vois, je pense que c'est surtout des gens qui, tu vois, sont un peu en quête d'une contre-culture, qui ont envie un peu, tu vois, de faire face à un mouvement un peu mainstream et qui se positionnent anti quelque chose ou contre quelque chose. Bon, voilà, Bah déjà, quand le moment où on a prouvé, enfin que la personne avait prouvé que la Terre est ronde, on l'a brûlé. bien sûr. On le croyait pas. Tout le monde pensait que c'était justement la Terre est plate. Et quand il a contredit un truc, non, 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 non. Ouais. Ça a été là une longue histoire pour, Ouais, bah j'ai voilà, oublié le nom de la personne. chercher. Bah, il y a eu, c'est eu pas plusieurs. Copernic, non? Ou Non, Galilée, enfin, je sais il plus. y a Galilée, je crois que c'est plus ce qu'on appelle le géocentrisme, c'est l'héliocentrisme. J'ai oublié, il y a eu Giordano Bruno qui a été brûlé et qui était aussi un scientifique. Je connais pas bien l'histoire de l'astronomie et de l'histoire scientifique pour pouvoir vous dire qui c'est exactement, mais c'était Galilée qui, enfin c'était Giordano Bruno a été brûlé et c'était Galilée qui pendant son procès face à l'Église a dû en gros dire que la Terre ne tournait pas ou quelque chose comme ça et au moment où il a signé pour dire en gros elle ne tourne pas, il y a une légende qui raconte qu'il aurait chuchoté and yet it turns. Et enfin il parlait pas anglais, il parlait à l'époque, je sais pas c'était quelle Latin, langue, je pense. ouais je sais pas, mais et il aurait dit en gros et pourtant elle tourne quoi. Ouais mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui doutent aujourd'hui, mais ce qui est assez sympa dans le spatial, je pense à un truc aussi, Johan, on parle beaucoup de spatial actuellement, on parle de Thomas Pesquet. Il n'y a pas que aussi les flat earthers qui sont en gros un peu dans une espèce de théorie en mode l'espace ça n'existe pas, etc. Il y a aussi beaucoup d'écologistes qui sont assez virulents avec le spatial et qui pensent qu'en gros il faut pas aller dans l'espace, c'est parce que ça pollue et qu'en gros on a plus d'argent à injecter ailleurs et que ça sert à rien, etc. etc. C'est vraiment des débats que j'arrive pas à comprendre. C'est pour moi les gens qui disent n'allez pas dans l'espace, euh, on peut investir de l'argent ailleurs, ou on peut sauvegarder la planète ou occupez-vous à sauvegarder la planète. C'est peut-être pas la bonne image, mais intuitivement, j'ai l'image de quelqu'un qui dirait à un enfant, va pas à l'école, va juste cultiver le champ. Ça sert à rien de t'instruire, va cultiver le champ pour juste vivre et vivre bien. Mais va pas te cultiver, ça sert à rien, va juste t'occuper de produire de la nourriture. Bah non, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas la bonne image, mais je pense que de manière profonde, l'homme a ce besoin d'aller voir des choses différentes et d'aller explorer toujours plus loin. C'est vraiment dans l'ADN de l'homme, parce que ça, je crois, concourt à améliorer les conditions de sa survie.
Je pense qu'il y a un peu un sens de l'histoire. Je pense que si on en est là aujourd'hui, d'un point de vue du langage, d'un point de vue biologique, d'un point de vue social, religieux, sexuel, si on a des tabous, si... Bref, si la société est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quand même une certaine direction. On n'est pas là à partir tous dans des directions différentes. Bref, on va tous plus ou moins potentiellement dans une direction qui est la même et qui est de toujours améliorer les conditions de notre survie. Et explorer fait partie, je pense, de cette quête de toujours pouvoir améliorer les conditions de notre survie, de pouvoir aller voir plus loin, de pouvoir découvrir des choses et peut-être de pouvoir, in fine, améliorer qui nous sommes en nous élevant, en nous protégeant mieux, etc. etc. Le spatial, c'est énorme sur le plan économique, les retombées scientifiques sont absolument inimaginables. La science du climat n'existe que grâce au spatial, grâce aux satellites. D'ailleurs, la première conscience environnementale, c'est grosso modo les années 60-70, c'était 68. En fait, 60-70, c'est une période qui a été très turbulente aux États-Unis. C'était la guerre du Vietnam, c'était en gros Woodstock, c'était le mouvement hippie, c'était le premier lancement des gens qui sont partis faire un tour de la Lune et qui sont repartis ensuite vers la Terre, c'était la mission Apollo 8. Il y a eu beaucoup de mouvements très forts. Et à ce moment-là, c'est le moment où on a fait les premières photos de la Terre vue de loin. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était un vaisseau spatial qui en fait évoluait au sein de l'univers et qu'on était en fait tout seul. Et c'est là où on a commencé à prendre conscience de la beauté de la Terre et qu'il fallait défendre notre planète et y faire attention. Et c'est là où les premiers mouvements écologiques très forts sont apparus. Et aujourd'hui, encore une fois, 55% de la donnée, et ce sont des données ESA, Agence spatiale européenne, de la donnée climatique, proviennent des satellites. Donc sans activité spatiale, déjà, il n'y a pas de science climatique et il n'y a pas de science environnementale. Et de manière plus générale, ça pèse rien d'un point de vue et économique et climatique de partir dans l'espace. Un lancement de fusée... Je pense que c'est ça que les gens voient, c'est-à-dire ils vont voir l'avion, on dit un vol d'avion Paris-New York pollue autant qu'une voiture toute l'année. Ouais. Et on voit effectivement la fusée qui dégage des fumées, on se dit qu'on va mettre plein de choses, des débris peut-être dans l'espace ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment cette notion peut-être qui est mise en avant pour ceux qui soutiennent le mouvement écolo. Mais je suis pas sûr qu'ils sont contre le fait d'aller investir, d'aller voir les choses, d'aller découvrir des choses. Je veux dire, si des gens prennent un bateau avec une voile et qui vont découvrir d'autres continents, je sais pas si ceux qui soutiennent le mouvement écolo vont dire ah non non non. Il n'y a pas que, c'est vrai qu'il y a aussi sur le point de vue financier, ils disent ça sert à quoi d'envoyer un mec dans l'espace, ça coûte une blinde. En fait, on sait pas. Déjà, il y a plein d'initiatives privées, déjà aussi, justement avec SpaceX. Et aussi, l'ISS, c'est un laboratoire, quoi. Ouais. Il y a des expériences qui peuvent se faire que là-bas. Exactement. Et puis, de manière générale, c'est le sens de l'homme, c'est pas d'être simplement sur la Terre et enfin, je veux dire, je sais pas, c'est un débat. Moi, je pense que le sens de l'homme, c'est de toujours aller plus loin, et je pense que c'est ce qui fait la beauté de notre culture, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on envoie des êtres humains sur d'autres corps célestes, qu'on a foulé la Lune il y a maintenant une cinquantaine d'années pour la première fois. Je pense que ça fait profondément partie de qui nous sommes, de pouvoir rêver, de pouvoir partir vers Mars, de pouvoir partir vers plus loin. C'est tellement beau, quoi. Et surtout dans des périodes actuelles. Actuellement, qu'est-ce qui fait rêver, sérieusement? Enfin, c'est un peu brutal ma question, mais il n'y a rien qui fait rêver aujourd'hui. Je veux dire, la politique, bon, plus personne ne regarde et plus personne ne s'y intéresse. Je veux dire, je sais pas. Moi, je trouve que c'est magnifique le spatial. Je trouve que ça fait sublimement rêver. Le Covid, ça fait rêver. Bah, tu vois, ce que j'allais te dire, en plus en période de Covid, tu te rends compte, on se tape le Covid, on se tape une situation politique où les jeunes avant ils s'engageaient en politique, genre jusqu'il y a une dizaine d'années, tout le monde avait envie d'avoir des convictions, de se battre, etc. Ça existe encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est quand même plus compliqué, c'est quand même plus tendu, etc. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver un projet qui nous fédère et qui soit un projet qui soit un peu transpartisan, transnational, transethnique, translinguistique, trans tout ce que tu veux en gros. Et le spatial, c'est vraiment ça. Et puis c'est tellement beau, quoi. C'est juste tellement beau. C'est juste sublime. Alors, le fait d'envoyer des hommes dans l'espace en orbite basse, je sais pas si c'est vraiment un truc très très intéressant sur le très long terme. Je pense que maintenant il faut aller un peu plus loin, la Lune, potentiellement Mars, etc. Mais juste l'exploration de notre système solaire, l'exploration de là où on évolue, comprendre d'où on vient, comprendre qui nous sommes. On ne sommes que de la poussière d'étoiles. Je sais plus, je crois que c'était Hubert Reeves qui a dit ça. Moi je trouve ça fabuleux, quoi, d'avoir une photo de Neptune qui est à plusieurs milliards de kilomètres, qui est froide, qui est seule, qui est tellement loin. Je trouve ça sublime, quoi. Ouais, exactement, quoi. Exactement. C'est interstellar dans la vie réelle, quoi. Ouais. Et ça fait rêver. Enfin, ça fait rêver quand tu vois des gens qui
En France, on a de la chance de pouvoir faire des études Ouais. et se rendre compte qu'un mec, bah, il peut suivre le cursus de l'éducation nationale Ouais, avec bien des sûr. concours, Il a etc. la possibilité. Et Ouais. d'aller dans l'espace. Enfin, Ouais, ça fait rêver ouais. les. D'ailleurs, il y a une nouvelle sélection de candidatures ESA là, qui s'est ouverte et il y a énormément de gens qui vont postuler parce que c'est vraiment un sujet qui fait rêver et c'est un sujet qui est encadré juridiquement. Voilà aussi, il faut le rappeler, hein. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'espace. On a parlé des débris tout à l'heure. C'est un vrai problème, les débris. Et c'est un problème parce qu'en fait, ça, un peu comme dans le film Wall-E, plus il va y avoir des débris autour de la Terre, plus ça va être compliqué de mettre des choses autour de la Terre. Et donc, ça peut, à moyen long terme, vraiment poser problème, même peut-être à court terme, poser problème pour les Justement, astronautes. quand tu parles de ça, Ouais, nous on avait regardé, on avait vu le projet Starlink ouais. d'Elon Musk qui va mettre 10 000 satellites, 11 000, je Il y sais en a plus déjà trop le plusieurs nombre. qui sont. Ah, bien sûr, bien sûr. Et justement pour avoir un réseau satellitaire immense disponible à travers, je suppose, le monde entier. Ouais. Ça par exemple, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est des débris? Est-ce que c'est plus une avancée? Internet partout, même là où il Alors, n'y a pas Internet. là, ça c'est une vraie question et c'est sympa parce que c'est quelque chose dont je parle souvent actuellement avec des gens avec qui j'évolue, que ce soit pour Toucan Space ou pour l'autre société Gamma, dont on pourrait un peu parler si ça vous intéresse. Mais je crois qu'il y a deux façons de faire de l'espace. Il y a l'espace où en fait on part autour de la Terre pour observer la Terre. C'est ce que j'appelle en fait de l'observation terrestre, mais depuis l'espace. Mais il y a l'espace aussi où on va dans l'espace pour aller dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Starlink, pour moi, va pas vrai. Starlink, c'est vraiment une application terrestre, mais qui a besoin pour des questions techniques et des questions infrastructurelles d'être dans l'espace. Mais c'est pas un projet spatial au sens où c'est pas un projet qui va dans l'espace pour aller découvrir, pour aller comprendre, pour aller explorer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment une application terrestre. D'ailleurs, il y avait à un moment, Facebook et Google imaginaient de faire quasiment comme Starlink, mais avec des ballons. Vous savez, comme les ballons à Ah oui, hélium, c'est là. vrai. Ouais. Ah oui. Donc en fait, à l'époque, c'était un vieux projet qui était de mettre des espèces de relais, soit 5G, soit antennes un petit peu partout, Tout à pour en fait. fait avoir une couverture du globe. Et c'est pas que pour de l'internet. Tout le monde dit ouais, c'est pour avoir en gros internet en Arctique, ça sert à rien. Comme ça, les Inuits ils auront internet. C'est pas déjà ils ont internet. Et ensuite, c'est pas exactement pour ça. Le vrai truc, c'est parce qu'il y a une révolution qui va apparaître, qui est l'IoT, l'Internet of Things, avec de plus en plus d'objets connectés, et de plus en plus d'objets qui vont dépendre les uns des autres et qui vont se structurer de façon autonome et qui vont vraiment marcher de façon autonome. On pense bien évidemment à Tesla, les voitures qui sont autonomes. Bientôt, ce seront les trains, ce seront les bus. À terme, ce seront les avions. Vous savez qu'on est en train de regarder. Airbus travaille sur des avions en mode Tesla, des avions avec simplement un pilote automatique, etc., etc. Et en fait, la connexion Internet, là, on en a besoin pour justement assurer un débit nécessaire pour que toutes ces applications puissent fonctionner. Donc en réalité, le haut besoin d'Internet, c'est pas juste pour pouvoir aller sur ta vidéo YouTube plus rapidement. C'est plutôt pour l'IoT, c'est plutôt pour l'Internet of Things sur le moyen long terme. Bref. Mais ces applications, c'est vrai, elles tournent autour de la Terre pour en fait servir la Terre. Moi, ce que je trouve très cool, c'est de partir dans l'espace pour aller loin, quoi, pour aller explorer les astres, pour aller vraiment de plus en plus loin. Alors, c'est vrai que je vais revenir vite fait juste sur Toucan Space parce que alors Toucan Space crée pas de débris parce qu'en fait Toucan Space ne va pas ne quitte pas la fusée. En fait, elle fait un aller-retour soit dans une fusée suborbitale, soit sur l'ISS. Et en fait, nous, ce qu'on envoie, c'est 1 kilo sur des charges utiles qui sont de plusieurs centaines de kilos, voire de tonnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas un réel impact. Un lancement de fusée, c'est l'équivalent d'un Paris-New York simple aller en avion. Voilà. Il y a à peu près il y a 5 ans, 10 ans, il y avait en gros entre 50 et 60 lancements par an depuis une cinquantaine d'années. Donc si on fait le calcul, c'est vraiment très très peu et l'empreinte est vraiment très, très faible. Et il y a de plus en plus de fusées qui adoptent des types de carburants-comburants un peu particuliers qui sont en fait qui sont lancés grâce à de l'hydrogène et de l'oxygène. Et hydrogène-oxygène, en fait, c'est ce qu'on respire, quoi. C'est de l'eau, quoi. Donc voilà, il y a quelques parfois gaz qui sont un peu dangereux, mais fondamentalement, c'est pas une activité polluante sur la Terre. Les débris spatiaux, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est un sujet pour les régulateurs spatiaux, pour les différents opérateurs de satellites. Et ce que fait Elon Musk, c'est qu'en plus aussi d'offrir un service autour de la Terre pour de l'Internet à terme des objets, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il occupe aussi l'espace. Et en fait, dans le spatial, il y a un peu une règle qui est le premier arrivé, premier servi. Ah. Et ça, on peut en parler si vous voulez. En gros, je suis désolé, je parle vraiment Non, beaucoup non, tout à l'heure. c'est genre, exactement ce qu'on veut. Non, mais Nous, on apprend énormément. Genre, j'ai l'impression que c'est le moulin à Non, parole. on apprend. Non, mais je suis apprend trop plein content de de pouvoir choses. vous parler de ça. Ça me fait, Ouais, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis docteur en droit et j'ai fait une thèse qui est en droit de l'espace qu'on peut trouver sur Internet, qui est accessible à tous, qui s'appelle les contrats de service en orbite. Et
en fait, quand je dis que je fais du droit de l'espace, on me demande souvent, c'est si je tue quelqu'un sur Mars ou si en gros je me marie avec un alien, c'est quoi la loi? Ah oui, C'est d'accord. c'est C'est un peu vraiment ça qu'on. ouais, 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 vraiment, genre les gens pensent que ça va plus loin que ça en fait. Le droit de l'espace, c'est le droit en fait qui va s'intéresser aux activités spatiales. Et les activités spatiales, elles sont multiples. Ça peut être le lancement d'un satellite, ça peut être si j'ai un satellite par exemple en orbite terrestre et que je veux observer la Terre, est-ce que j'ai le droit de le faire et à quelle résolution ai-je le droit de le faire? Par exemple, la NOAA, qui est une administration américaine qui s'occupe du climat, interdit une résolution trop précise des clichés qui sont pris depuis l'espace parce que sinon on pourrait considérer que c'est de l'espionnage. Donc par exemple, il y a des Énorme. lois qui vont venir encadrer comment est-ce qu'on prend des photos de la Terre. Wow. Il y a des lois qui vont s'intéresser aux fréquences et à l'attribution des fréquences. Il y a des lois qui vont s'intéresser au comportement des astronautes à bord de l'ISS. On m'avait interviewé sur Combini, puis sur le œuf et d'autres, on m'avait demandé en gros qu'est-ce qui se passe si je tue quelqu'un dans l'ISS. Il y a des lois qui, si vous voulez, en gros encadrent ces différentes activités. Donc le droit de l'espace, c'est vraiment toute la loi qui s'occupe de toutes les activités spatiales. Il n'y a pas de vide juridique dans le droit de l'espace. On pense que comme en fait le Mars, il n'y a pas d'activité humaine, et c'est pas vrai parce que maintenant il y a une activité humaine robotique Ouais. avec les différents rovers qui y sont. Qui a atterri il y a Voilà. pas longtemps là. Exactement, Perseverance et Ingenuity. Il y a des lois qui s'appliquent partout en fait, et tout a déjà été prévu. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'en gros, en 57, c'est le lancement du premier satellite. Rapidement, en fait, les Nations Unies, qui sont un organe international, c'est une organisation internationale, pardon, qui succède à la SDN, qui était la Société des Nations, va dire nous, on ne veut pas qu'il y ait des conflits dans l'espace et on va venir créer des règles pour encadrer ces activités spatiales. Donc on va avoir d'abord des premiers textes qui vont apparaître à partir de 58-63, qui vont venir de manière générale un peu poser les premiers principes. Et à partir de 1967, on va avoir le premier traité fondateur du droit de l'espace, qui s'appelle le traité de l'espace, et qui va être suivi de 4 autres traités, qui vont venir en fait un peu préciser les dispositions fondamentales de ce traité de 67. On a un truc en 68 qui s'intéresse aux astronautes et à leur retour sur Terre. On a quelque chose en 72 qui s'intéresse à la responsabilité. Si par exemple je commets un dommage dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? On a un texte en 75-76 qui va s'occuper de tout ce qui est immatriculation des objets spatiaux, parce que les objets sont tous immatriculés, comme les avions, comme les bateaux en eau internationale, comme les avions en eau internationale ou au-dessus des territoires nationaux. Tous ces aéronefs, tous ces navires et tous ces astronefs sont immatriculés selon le droit international. Et enfin, on a un traité qui est de 79, qui est entré en vigueur en 84, mais que personne n'observe, qui est le traité sur la Lune, et qui notamment considère que la Lune, c'est le patrimoine commun de l'humanité et qu'il faut y faire que de la science, etc. etc. Bon, bref. Tous ces différents traités, ils vont être suivis dans les années 80, 90, 2000, 2010 en France, 2008 avec la loi du 3 juin 2008 sur les opérations spatiales, de loi nationale. Et bref, tout ça pour dire qu'en gros, le droit de l'espace, aujourd'hui, il encadre toutes les activités des hommes dans l'espace et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'espace. C'est pas parce qu'on est dans l'espace qu'on peut, par exemple, voler, casser, tuer, etc. etc. Ça n'existe pas. Après, bon, ceux qui vont dans l'espace déjà, Déjà, ils sont ils chauds, sont ouais. sélectionnés. Ouais, pour justement pas faire ce genre de truc. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment du droit partout et on peut pas faire ce qu'on veut dans l'espace. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de débats parce que en gros, les Américains et d'autres pays comme le Luxembourg, comme les Émirats arabes unis ou d'autres, sont en train d'interpréter les grands textes internationaux et essaient de trouver un petit peu des failles pour pouvoir commencer à un peu changer la donne et créer des nouveaux paradigmes. Et c'est ce qui est en train de se jouer actuellement. Et si on regarde un peu l'actualité spatiale et si on la suit, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un peu une nouvelle guerre froide entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, et que cette guerre froide, elle se traduit par la conquête de l'espace. Voilà. Et du coup, Bon. la conquête de la Lune, enfin l'alunissage de nouveau, comment ça va se passer? Ouais. Il y a- Avec C'est prévu pour Artemis, 2024, non? Ouais, c'est prévu Le pour. projet Artemis. Ouais. Est-ce que tu enverras Ouais. quelque chose dans la Lune? Eh bah, figure-toi que Sûr, j'ai oui. envoyé avant-hier un mail à une entreprise qui travaille avec la NASA pour avoir un lander sur la Lune à partir de 2024-2025 avec Artemis. Et je leur ai C'est- demandé si je pouvais y placer des objets. Le seul problème qu'on a, c'est que les objets ne reviendront pas sur Terre. Et le prix du kilo pour partir vers l'espace, avec cette opération, pas avec Artemis, avec le retour de l'homme et de la femme sur la Lune, mais au moins avec cet alunisseur, les objets ne repartiront pas. On est au kilo très très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le kilo vers l'espace, c'est entre 50 et 60 000 $. Ça dépend avec qui on travaille et comment est-ce qu'on travaille. 50 et 60 000 $. Ça a D'accord. vachement augmenté parce que, en fait, on pourrait pas je pourrais revenir là-dessus, on va pas revenir là-dessus, ça prend beaucoup de temps, mais en gros, les Américains veulent pas aujourd'hui faire trop de publicité dans l'ISS. Mais bref, le kilo aujourd'hui pour la Lune en aller simple, ça va être 1,4 million de $. Juste 1 kg, Wow. 1,4 million de $. Donc, Il si vous revient voulez- pas. Non, il revient pas. Si vous voulez envoyer 1 kg de carte postale vers l'ISS, vers revient la pas. Lune, ce sera au minimum 1,4 sans nos bénéfices, donc sans notre marge à nous. Donc, c'est C'est un peu. C'est- 1,4 million, c'est lourd quand même. Hein. Donc, t'envoies 10 grammes, t'envoies 1 gramme. Mais du coup, si on veut s'envoyer nous, c'est. Ouais, là, ça coûte beaucoup d'argent. C'était en dizaines de milliards de dollars l'émission Apollo. Ouais, dizaines de milliards de dollars. C'est ça qui en fait a ruiné l'Union soviétique et c'est la course à la Lune qui les a détruits en fait. Ils s'en sont jamais remis économiquement, c'était trop. Ils n'arrivaient pas à suivre.
Après, c'était juste symbolique à cette époque-là. C'était Ouais, juste pour montrer qui Ouais, arrive bien sûr. qui Ouais. arrive en premier. Bah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas revenus, parce que ils ont Mm. déjà mis le drapeau dessus. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été un C'est- gros débat. Et Si les... c'était vrai ou faux, moi j'ai Non, entendu alors, ouais, ça, bien souvent sûr. aussi. Mais le vrai débat au sein de la communauté des gens qui y croient, qui sont dans le domaine du spatial, c'est pourquoi on y retourne. On y a déjà été. Et ça a créé un vrai débat. Et en fait, aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi on y retourne. C'est pour s'entraîner un peu pour le prochain. Exactement. Pour voir comment on peut revenir, faire des tests. Exactement. Ouais. Mais Et c'est comment excellent. Et faire des aussi tests pour et aller dans préparer d'autres Mars, Exactement. ouais, Mars. Oui, Exactement. c'est un mini test vers. Enfin, c'est beaucoup plus Exactement. près, mais c'est un mini test vers Mars. Ouais. Il faut 3 jours à peu près pour aller sur la Lune et 3 jours retour. Pour Et aller combien vers de Mars, il faut kilomètres 6 mois. 400 000. Ouais. Ah oui. 385 000, dépendamment du périgée ou de l'apogée, je sais plus, enfin de la position orbitale, mais c'est Oui, autour de 385 C'est 000. long quand même. C'est long, ouais. Et la frontière d'espace, c'est 100 km au-dessus de la mer. Un avion de ligne, ça vole à peu près à 10 km au-dessus de la mer. L'espace, c'est en gros à partir de 100, 120. Et la Lune, c'est 400 000. Et Mars, c'est 4 millions, je crois. Ou 40 millions, ou C'est quand 400 même pas millions, beaucoup je sais l'espace. plus. Hein. On croirait que c'est très loin, mais Non, non, c'est c'est énorme. Ouais, c'est vraiment pas loin, proche, 100 Non, non, c'est kilomètres, moins quoi. loin que Deauville. Si tu fais Paris-Deauville, c'est moins loin de faire c'est C'est plus loin de vrai. faire Paris-Deauville que de faire Paris. Le problème, c'est que tu dois passer par pour t'extraire de la gravité terrestre, tu as besoin On est d'une obligé. énergie qui est monumentale. Et pour avoir cette Et énergie, pour tu as besoin pas se d'en- brûler aussi. t'as besoin d'emporter, il faut pas non plus rentrer trop s'écraser. rapidement, etc. Ouais. Tu as besoin d'emporter du carburant. Si tu emportes du carburant, la fusée devient plus lourde, donc tu as besoin de plus de carburant. Et ça s'arrête jamais. C'est le The Rocket Equation de Konstantin Tsiolkovsky. Ouais. C'est en gros, pour partir dans l'espace, il faut trouver le juste milieu entre assez de puissance et assez de légèreté pour pouvoir t'extraire de l'attraction terrestre. Là, on est vraiment dans une accélération de la conquête spatiale Ouais. avec l'initiative privée, etc. On a l'impression que là, depuis une dizaine d'années, enfin, on en entend parler tout le temps avec SpaceX, Ouais. avec le rayonnement d'Elon Musk. Ouais. Et on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans, quoi. Quand on Mm. voit l'histoire de l'aéronautique, déjà en 100 ans, on passe d'un truc qui vole 10 secondes à Ah, des bien Airbus sûr. qui traversent l'Atlantique. Ouais. Imagine dans Et 100 plus loin ans dans même, l'espace, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, j'avais entendu une anecdote comme quoi les gens disaient on pensait pas que quand l'aviation est apparue, les gens disaient mais attendez, on va pas réquisitionner des terrains agricoles pour créer des pistes d'atterrissage, ça va servir à rien, etc. Mm. Et aujourd'hui, bah, ça nous viendrait pas à l'esprit de ne pas voir un aéroport quelque part, quoi. Ça a vraiment changé. Le spatial va devenir immense dans les prochaines années. Ça va devenir vraiment, je pense, the next frontier, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu partirais, toi, sur Mars? Si Je on te sais le pas, propose. je sais pas. Moi, je suis très attaché à la Ça va Terre. aller simple, hein. Enfin, Ouais. c'est 5 ans pour y aller, je crois. Hein. Ouais, non, c'est un petit peu moins. Tu prends 6 mois pour y aller, dépendamment de l'alignement des planètes. Ouais. Mais grosso modo, une mission Terre, en gros, quand la Terre est là, tu pars dans cette direction et tu attends que Mars te rattrape Ouais. pour te mettre ensuite en orbite autour de Mars et faire ce qu'on appelle le TLI, Entry Descent and Landing, EDL, un truc comme ça, bon bref. Et en gros, tu rentres dans Mars, etc. Il y a les 7 minutes de terreur, 7 secondes de terreur ou 7 minutes de terreur, 7 minutes, je crois. Parce qu'en gros, tu n'as plus de communication. Parce qu'en fait, tu descends tellement vite, il y a une petite couche atmosphérique qui brouille les communications, il y a une espèce de couche plasmique qui se crée autour du bouclier atmosphérique pour rentrer sur Mars. Et ensuite, tu as la petite voiture qui tombe, en général avec des petits rétrojets qui permettent de se poser en douceur. Et ensuite, tu as la petite voiture qui descend. C'est magnifique. T'envoies une voiture télécommandée sur notre planète, quoi. T'imagines la dinguerie des mecs, quoi. Non, mais les mecs, ils devraient être comme des malades. Et là, ils se sont dit, ouais, on va mettre un J'ai petit dit 5 ans, hélicoptère et hein, tout, un c'est- petit drone et tout. Allez. Donc 6 Ouais, mois. les mecs sont- Ou 6 mois. C'est 6 mois, ouais. 6 Ouais, mois du pour coup, aller sur c'est Mars. 5 ans. C'est un peu- Il fait combien de degrés à peu près Sur Mars, quand il fait assez chaud, que tu es à l'équateur et que tu as le plus d'ensoleillement pendant les périodes grosso modo où tu es le plus proche du soleil, il peut faire jusqu'à, je crois, 5 degrés ou 15 degrés. 15 degrés ou peut-être 20 degrés. Et en général, il fait autour de plutôt de moins 50. Et du coup, on avait découvert de l'eau, non? Ouais, il y a de l'eau sur Mars. Ouais, y a de Et l'eau pourquoi il sur n'y a pas de Mars. vie du coup? Je sais pas, on a regardé à ce qu'on appelle les ravines, qui sont l'amorce des ravinements. Ce sont toutes ces photos, tu vois des espèces de coulées un petit peu, ça s'appelle les ravines, et on s'est rendu compte que dans ces ravines, il y avait de l'eau qui avait coulé, il y avait vraiment eu des canyons qui se sont créés, etc. On sait qu'il y a de l'eau sur Mars, il y a d'ailleurs il y a une calotte glaciaire sur Mars, et on sait qu'il y a eu beaucoup d'eau en abondance sur Mars. Ce qu'on comprend pas vraiment, c'est pourquoi en fait l'atmosphère s'était évaporée, en fait. Pourquoi il n'y a plus d'atmosphère sur cette planète. Il y avait des humains avant. Et non, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu de la vie, ouais. est-ce qu'il y a eu de la vie avant, quoi. Au Du début, coup, développé, quoi. Très ouais, développé. ouais. Et si on a eu, à quoi est-ce qu'elle ressemblait? Peut-être de la forme bactérienne, mais Ouais. c'est vrai que ça nous donne des réponses par rapport à comment la vie elle est apparue sur Terre. C'est un peu ça. Oui, et d'ailleurs, c'est une théorie. Il y a Ah, plusieurs théories, d'accord. mais en gros, que ouais, la vie sur Terre aurait pu être amenée. Il y a plusieurs théories, mais l'une des plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle la panspermie. Et oui, ce terme-là, c'est parce que cette panspermie, c'est un truc en gros. L'idée, c'est que en fait, la vie est apparue sur une météorite qui est ensuite rentrée sur la Terre, et c'est comme ça, en fait. Et peut-être ces météorites, elles pourraient
être passé par Mars ou provenir. Enfin, il y a une théorie comme quoi la vie, elle venait en fait d'une autre planète, ou en tout cas que les éléments fondateurs de la vie venaient en dehors de la Terre et ont été amenés sur Terre avec des météorites, etc. Et c'est comme ça que la vie aurait pris. En fait, il y aurait eu les conditions parfaites, il y aurait eu un truc qui serait tombé au bon moment et bim, c'est parti. Il y a aussi sur des lunes de, je crois que c'est de Saturne. Non Ouais. Et Europe, sur ouais. Jupiter, je crois, je sais Que, plus. enfin, il y a des Je suis lunes trop avec fatigué, là. Ouais, ouais. Europe. une lune pleine d'eau. Encelade. C'est que de l'eau. Ouais. C'est un Europe, truc je de crois que malade. c'est la glace, c'est sur Europe, Ouais. je crois. Et d'ailleurs, il y avait une mission du JPL, qui est l'Institut de recherche américain. Je suis désolé pour toutes mes approximations, mais je suis un peu fatigué. Non, en mais ce non, moment. non, pas mais de problème. et- Hein, très on bien. n'a pas demandé. Et en gros, je crois que c'est sur Encelade ou Europe, je sais plus, mais il y en a une où en gros il y a de la glace et l'idée c'était de perforer cette glace et en dessous il y a des océans et d'aller mettre un petit rover télécommandé qui sont un petit sous-marin télécommandé. Mais les mecs sont dingues. Imagine Ils ce qu'ils sont peuvent ouf, trouver quoi. là-bas, quoi. Ouais, c'est assez beau. Ouais, C'est un ouais, truc ouais, de ouais. malade. Enfin, c'est passionnant. D'y C'est penser. passionnant le spatial. C'est... Ça nous quitte un peu de la routine quand tu réfléchis à ça. Je pense que tu prends un peu du recul par Ouais. rapport aux problèmes du quotidien. Tu te dis, putain, en Ouais, fait, ouais. on est que dalle, quoi. Ouais. Mais déjà, est-ce qu'on connaît sur Terre tous les fonds marins? Je veux Non, dire, déjà, rien que On- sur Terre, je pense qu'on peut faire des découvertes C'est incroyables. très dur. Ouais. En fait, on a mieux cartographié la Lune qu'on a cartographié la fosse des Mariannes et puis les Ouais. failles océaniques, etc. On connaît mieux on connaît mieux la surface de la Lune que le plancher sous-marin, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. On n'a pas réussi à le cartographier. C'est Parce trop que je suis certain profond. qu'il doit y avoir des Des espèces, ouais. espèces qu'on connaît pas. Qui vivent dans Qui vivent que en bas. l'obscurité. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'une des théories par rapport en fait, quand on recherche de la vie, on recherche des biomarqueurs. Alors d'abord, on va regarder si la planète est plus ou moins proche d'une étoile quand c'est pas dans le système solaire, pour voir si elle a une source de chaleur et de lumière assez suffisante. On va regarder s'il y a du carbone, etc. On va chercher un peu les éléments de la vie. Et dans ces satellites enfin dans ces lunes où il y a de l'eau, en fait, on voudrait regarder s'il y a aussi une activité volcanique. Parce que s'il y a une activité volcanique et qu'il y a de l'eau, il y a potentiellement des bricks of life, potentiellement. Et c'est ce que les scientifiques recherchent aujourd'hui. C'est pour ça que ça peut présenter de l'intérêt. Mais je suis désolé, j'ai pas du tout révisé. Je pensais qu'on Non, allait mais- plus sur le droit de l'espace, mais je suis Non, non, mais vraiment- là, Non, mais je après, suis désolé. on divague dans Ouais, des ouais. sujets. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement, qu'il y a de la vie Moi, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a, en revanche, je pense qu'il y a forcément, en fait, encore une fois, je suis pas scientifique, là, les gars, vous êtes chauds avec moi. Mais en gros, vous savez, il y a le tableau de Mendeleïev avec Ouais. la chimie, quoi, en fait, tous les éléments, pardon. tous les éléments. Et je pense que beaucoup de ces éléments se retrouvent dans le système solaire. En fait, beaucoup se retrouvent à l'état naturel. Je veux dire, on vient tous de quelque part. Je veux dire, et forcément, on va retrouver beaucoup de ces éléments et peut-être des associations d'éléments qui vont nous faire penser à peut-être ou qui vont nous rappeler peut-être à une forme de vie, etc. On ne sait pas. Là, récemment, sur par exemple Vénus, on a découvert de la phosphine. La phosphine, c'est un gaz qui est émis par une forme de vie qui est carbonée, je crois. Et donc, on s'est posé la question de savoir si potentiellement il y avait de la vie dans l'atmosphère de Vénus, quoi. Comment on découvre ça? Je me suis toujours demandé comment on sait les choses qui se passent dans les planètes aussi lointaines. C'est, La lumière, les chaleurs, la lumière. Et en fait, on fait des observations et on récupère aussi des Mais observations. ces observations, elles viennent comment? Soit des télescopes au sol, soit des télescopes dans l'espace, soit directement de missions qui sont parties sur les différents corps. Par exemple, sur Vénus, il y a eu des missions russes, beaucoup soviétiques à l'époque. Et en fait, les soviétiques pensaient, dans le spatial, il y a toujours une guéguerre entre les soviétiques et Vénus et les Américains et Mars. D'ailleurs, les Russes n'ont jamais réussi à poser quelque chose sur Mars, ou très peu, je crois, mais je crois jamais même, ils l'ont jamais fait. Bon, bref. Alors que les Américains ont posé plein de choses sur Mars. En revanche, ils ont posé plein de choses sur Vénus, les soviétiques, ce qui est aussi très très difficile, D'accord. pour d'autres raisons. D'ailleurs, vous savez, quand on regarde le soir le ciel, on dit c'est l'étoile du berger. C'est Vénus, l'étoile du berger. C'est pas une étoile, l'étoile du berger, c'est une planète. C'est Ok. Vénus. D'accord. Ouais, pour tous les gens qui regarderont maintenant l'étoile du berger, ils diront ah c'est l'étoile du berger. Non, c'est une planète, c'est Vénus, c'est la troisième, Comme quand on voit deuxième Mars aussi, l'étoile rouge. planète. Ouais, voilà, mais ça, Bon, après, Mars on ça, peut le voir la l'été, plupart des etc. gens Mais le- le savent, le mais savent. Vénus c'est vraiment l'étoile du berger, c'est la même chose. Il y a des J'ai appris rovers ça. russes sur Vénus? Ouais, mais alors maintenant ils sont morts parce qu'en Ils fait il y a sont- une telle ça fait longtemps, pression et ouais. une telle acidité sur Vénus que Ouais. tu restes pas plus d'une heure en fait avec ton rover. Mais ouais, il y a des espèces de montgolfières qui ont été envoyées dans Vénus. Et moi j'ai travaillé avec, j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle LGM Édition parce que je voulais éditer des gens un peu ouf et qui avaient des combats politiques un peu originaux et qui avaient une vision du monde différente. Parce que je considérais qu'en fait, à mesure qu'on va avancer dans l'histoire et à mesure qu'on va se réaliser en tant qu'espèce humaine, on va tous converger vers une forme de standardisation, quoi. On va adopter les mêmes langages, on va adopter la même pensée, etc. Bon, bref. Et donc, je voulais créer une maison d'édition pour que des gens qui sont un peu à contre-courant de toutes ces choses-là puissent s'exprimer et puissent dire bah non, non, nous, on voit les mondes différemment, on a envie de rester différents, etc. Bon, bref. Dans le cadre de cette maison d'édition, j'ai édité un vieux monsieur qui est décédé il y a un an pendant la période du Covid. Il n'est pas décédé du Covid, mais pendant la période du Covid.
qui s'appelle Jacques Blamont, qui était l'un des fondateurs de l'agence spatiale française, le CNES, et qui lui a travaillé avec les soviétiques dans les années 70-80. À l'époque, on avait des technologies qui en fait ne rivalisaient même pas avec notre téléphone portable. Eux, ils ont envoyé des montgolfières sur Vénus pour en fait aller étudier l'atmosphère de Vénus. Et j'ai beaucoup discuté avec cette personne, et c'est lui qui m'a raconté un peu toutes ces histoires, et voilà, c'est passionnant. Je suis désolé, je parle vraiment Non, trop, non, les gars. il y a Je un- veux saouler il y a à tous justement un les documentaire auditeurs, sur, je suis désolé, hein, je parle beaucoup. Non, mais ils vont kiffer, c'est sûr. Non, je suis Enfin, nous, on vraiment. adore, en tout cas. Je suis désolé si je parle beaucoup trop, quoi. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix, enfin une série qui s'appelle, je me rappelle plus le For nom, All mais de Mankind. Neil deGrasse Tyson. Ah, c'est- magnifique, On parle Cosmos. toujours de c'est- documentaires. Cosmos, bah ouais. ouais, fabuleux. Ça, c'est exceptionnel. Il faut pas franchement. regarder. Cette version, elle est cool, mais il y a une version qui est beaucoup plus stylax. C'est la version de Carl Sagan, qui date D'accord. des années 80-90. Magnifique, avec la musique de Vangelis. Et tout, c'est totalement C'est ouf. Ouais, et à un moment, le mec fait un truc sublimissime. Il montre la carte des étoiles telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la grande ours et la casserole, machin, bon bref. Petit ours. Et exactement. Et en gros, il accélère le temps, mais pas en dizaines d'années, mais genre plutôt en milliers, millions d'années. Et en fait, il montre comment les différentes étoiles vont bouger dans le ciel, parce qu'en fait, tout bouge, tout bouge en fait dans l'univers. Rien n'est Une sorte de rien n'est time-lapse stable. de malade. Voilà, exactement. Et c'est très très beau ce passage. Faut regarder vraiment, tous les auditeurs, regardez Cosmos, mais de Carl Sagan, la version originale, Parce que sublimissime. c'est justement c'est son mentor à Neil deGrasse Tyson. Et il Exactement. le cite énormément dedans. Ouais. Exactement. Ah, mais c'est Exactement. juste exceptionnel. Ils Ça sont fait en- rêver. Ça fait rêver. Ils se sont rencontrés en fait. Carl Sagan était prof à Cornell, université dans l'État de New York à Ithaca. Et en fait, Neil deGrasse Tyson qui venait du Bronx non, du Bronx, je crois, qui était un peu une Kaira et tout. Il voulait un peu s'en sortir et tout. Et il est tombé sur l'astrophysique. Il a adoré l'observation des planètes, l'univers, le temps, etc. Il a commencé à travailler et faire des recherches là-dessus. Et c'est ce moment-là où il a rencontré Carl Sagan. Et il raconte qu'en fait, il est arrivé en bus. Carl Sagan est venu le chercher avec Ouais. sa femme et tout. Et que en gros, Carl Sagan lui dit si le bus tombe en panne ou s'il neige trop, si tu veux pas rentrer, tu peux dormir à la maison et tout. Et le mec a vrillé et est devenu un grand fan. Mais c'était une grosse star, Ouais. Carl Sagan. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est lui, Carl Sagan, qui a en fait promu le plus les voiles solaires. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Gamma, Ah, qui est une voilà. société qui fait Ah, les voiles ouais. solaires. Super crochet. Non. Merci, tu l'as fait pour nous. Non, mais en gros, actuellement, donc Toucan Space, c'est un peu le truc fun, c'est un peu de l'événementiel, qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas un truc, je vais pas faire avancer la science avec Toucan Space. Le seul truc qui est cool avec Toucan Space, c'est que l'idée de base qu'on avait, c'était un peu d'inspirer les gens et surtout les jeunes pour pouvoir s'intéresser au spatial. Et moi, je pensais qu'avec une activité comme Toucan Space, on pouvait avoir des gens, des grands-parents, parents, etc., qui offrent à leurs filles, à leurs fils, à leurs frères, je sais pas qui, par exemple, une carte postale qui est partie dans l'espace ou une photo qui est dans l'espace, etc. Et je pense que quand on a, je sais pas, 5, 10, 15 ans, on reçoit ça, ça peut vraiment être un life changer, quoi. On peut vraiment se dire, waouh, j'ai envie d'aller sur ces technologies-là. Et on voulait au départ un peu que Toucan Space serve aussi potentiellement à inspirer les gens, plus qu'à faire simplement du marketing. Malheureusement, on se rend compte que c'est plus du marketing vers lequel les gens vont, parce que c'est là où il y a un peu d'argent et parce que c'est là où on peut faire de la com et que c'est drôle, etc. Ouais. Mais moi, initialement, l'idée, c'était qu'en fait, l'idée, elle est née du fait qu'en fait, je voulais que les gens puissent remercier les astronautes pour leur travail qu'ils font. Et donc, je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas envoyer une lettre dans l'espace? Ça pèse rien, on la cale un peu comme on Même peut des sous le alliances, siège, des ou des alliances, alliances, ouais. des choses comme ça. Et pour vraiment inspirer, pour remercier les astronautes. Et de fil en aiguille, en gros, on est arrivé au concept de Toucan Space avec Je mon peux voir partenaire. l'écusson? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est des écussons qui sont produits par Ouais, par Toucan Space et qui part dans Toucan l'espace. Space. Ok. Ouais. C'est super, tu peux le mettre là, tu dis ouais, il est parti dans Exactement, l'espace celui-là, quoi. exactement. Est-ce Et- que toi, t'as envoyé quelque chose dans l'espace à toi qui t'était cher ou... Ouais, j'ai un truc. On m'a demandé, tiens, j'ai fait un truc hier avec une interview avec The Atlantic et ils m'ont dit, toi, t'aurais envoyé quoi? Et je leur ai dit, moi, j'aurais envoyé ma chevalière, on pourra en parler si vous voulez. Ah, l'histoire de la chevalière. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu aurais pas envoyé si t'avais pas dit ça, j'allais te demander justement si J'aurais pu envoyer mais ça. t'allais te séparer du coup de ce petit. Ouais, j'aurais pu l'envoyer, mais en réalité, j'ai envoyé une photo de l'équipe avec laquelle je travaille sur les voiles solaires. En fait, les voiles solaires, c'est aujourd'hui dans l'espace, un satellite, on a besoin de le bouger. Donc en fait, le satellite, il embarque toujours un peu de carburant. Et c'est soit du carburant chimique, c'est-à-dire en fait des ergols, soit du carburant électrique. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, il y a aussi la possibilité dans l'espace de pouvoir utiliser la lumière du soleil, non pas en la traduisant en énergie électrique, comme le font les panneaux photovoltaïques, mais en fait en se servant de l'impulsion et en fait du rebond de la lumière sur une surface réfléchissante. En fait, c'est hyper sensible et c'est hyper léger, mais en fait, la lumière, il y a une forme d'énergie kinétique. Et si je mets ma main devant une lampe,
et ben en fait, on le sent quasiment pas parce que c'est ultra faible. En fait, les photons vont pousser un tout petit peu ma main. Le truc, c'est que dans l'espace, comme tout est vide, cette petite pression photonique, tu la ressens. Ça s'appelle la pression radiative ou la pression photonique. Tu la ressens avec le temps. C'est excellent. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec des vaisseaux spatiaux qui réfléchissent énormément de lumière, comme des espèces de grandes feuilles d'aluminium qui sont déployées dans l'espace, comme des espèces de, je sais pas moi, de grands miroirs spatiaux. Catamaran énorme avec Exactement, des voiles. tu peux pousser un petit peu avec la force de la lumière. Et c'est Carl Sagan qui a vachement défendu cette idée de faire des vaisseaux spatiaux qui ne marcheraient qu'avec ces surfaces réfléchissantes. On appelle ça les voiles solaires, solar cells en anglais. Et c'est lui qui s'est vraiment battu pour que justement les voiles solaires deviennent des nouveaux vaisseaux spatiaux au même titre que la propulsion chimique et électrique. Alors on ne peut pas décoller de la Terre avec une voile solaire, mais dans l'espace, une voile solaire te permet d'aller très très loin et surtout de façon très économique. Et je travaille là-dessus actuellement avec mon équipe sur le projet C'est Gamma. exceptionnel. Ouais. Tu as fait un ouvrage aussi, tu as créé un ouvrage qui Exactement. s'appelle La voile solaire, le futur de l'exploration spatiale. Exactement, ouais, que j'ai coécrit avec deux anciens ingénieurs du CNES, Jean-Yves Prado et Alain Perret, et qui a été préfacé par un astronaute français qui s'appelle Patrick Baudry et un chercheur de la NASA qui est totalement dingue, qui s'appelle Geoffrey Landis, et qui dit notamment, ouais, il faut mettre des espèces de sous-marins sur Encelade, là où Europe, j'ai oublié, il faut mettre une espèce de voilier mécanique sur Vénus. C'est en gros le chef des projets les plus dingues, lui. Et donc je lui dis, bah, lui, il va adorer notre projet de voile solaire et tout. Et bien évidemment, il en avait entendu parler, il avait travaillé lui-même sur des projets de voile solaire. Donc, non, j'ai écrit cet ouvrage-là, ouais, La voile solaire sur l'exploration spatiale. Et je suis en train de travailler avec Gamma dessus. Alors pour l'instant, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on n'a pas fait d'annonce presse, etc. On est en train de se préparer. Donc voilà, c'est C'est le hyper. scoop. Ouais, c'est un peu, Exclusif c'est un du peu le podcast. scoop. Mais donc voilà, donc Carl Sagan, grosse personnalité, supra respecté. Je suis en train de réfléchir s'il y avait un peu un équivalent en France. Ouais, un peu Fred et Jamy. C'était un peu l'équivalent Fred et Jamy, mais plus vraiment astrophysique spatiale, Carl Sagan. Là où Fred et Jamy, c'est un peu tout, quoi. Mais C'est vulgariser un peu tous les phénomènes la de la science, ouais. physique. Bah, ça fait partie de notre. Fred et Franchement, à Jamy, l'école, c'est- j'ai tellement regardé. Ah, Ah oui, avec le des jingle, Jamy là, et de tout. malade. Là, c'était ouf ça. Fred et Jamy, si vous voyez ce podcast, Ouais, c'est bah, on c'est- adorerait vous c'est dingue, recevoir. quoi. C'est dingue, franchement, les mecs Je sont, me sont rappelle terribles, le quoi. goûter, quoi. Je prenais le goûter, les BN encore, je me rappelle Ouais. très bien. En regardant ça, à 17h. Eh, Jamy Ouais, il c'est nous ça, donnait- c'est ça, c'est ça. Ouais, il ouais, nous c'est donnait- ça. Eh, Jamy Avec la Il voix et apparaissait tout. dans la télé, là. Eh, Ouais. Jamy, Et là- mais comment font les satellites, etc. Ouais, Mais c'est c'est un ça. truc de Ah, malade. c'est énorme, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je Franchement. me les ai surfaits récemment parce qu'ils sont super vulgarisateurs, super Ouais. simples. Ah, voilà, on a eu un petit peu aussi de vulgarisation scientifique en France, quoi. Ouais. Mais non, voilà. Voilà un peu Franchement, oui, sur le c'est- spatial. C'est passionnant. Je pense que tu parlais aussi de l'équivalent français et de personnes qui ont participé avec toi dans l'écriture. Des rêveurs un peu, où on peut dire que c'est des rêveurs fous, mais Ouais. en fait pas si fous que ça, parce que Ouais. c'est des idées, ça part d'idées comme ça un peu excentriques, les plus grosses découvertes, quoi. Ouais. C'est juste exceptionnel. Bah, Elon Musk, au début, je vais pas refaire son histoire, mais il a une histoire assez passionnante. C'était un peu un dingue et tout le monde ne le prenait, personne ne le prenait au sérieux, quoi. Et au final, il a changé plus que l'industrie spatiale. Il est en train de changer, moi je pense, l'histoire universelle au même titre que des gens qui ont développé les réseaux sociaux au début du 21e siècle ont changé vraiment et resteront, je pense, dans la longue histoire. Je pense que dans 50-100 ans, Facebook, on s'en rappellera, quoi. On saura ce que c'est, quoi. Ça a tellement été un changement de paradigme à partir du moment où on a arrivé les réseaux sociaux, Internet, etc. Je sais pas si vraiment, je sais pas en fait. Je dis ça, je sais pas. On se rappelle pas vraiment de qui a inventé les premiers avions. On sait vaguement les premières voitures, mais je sais pas. Mais en tout cas, Elon Musk, il est vraiment en train d'apporter quelque chose de immense. Il y a un avant et un après, quoi. Immense, ouais. Mais par exemple, les avions, je sais pas si tout le monde savait qui a inventé à cette époque-là, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est au courant. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est Je vrai. pense qu'à l'époque, c'était dans un livre, Ah ouais, on bien sûr, l'apprenait bien sûr. rapidement. Si tu le voyais pas, ouais. Bien C'était, sûr. oui, je veux dire, là, il est là tout le temps. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, peut-être que ça ça restera. va Ouais, restera ouais, peut-être bien un sûr. peu plus, ouais. Ouais, mais le problème aussi, c'est que tu as tellement d'informations aussi que c'est difficile pour l'information de rester aujourd'hui. Tu as une telle accélération dans la circulation de l'information, il y a tellement de choses tout le temps, de la publicité, des tweets, des Instagram. Je sais pas, depuis qu'on a commencé le podcast, je sais pas combien de millions de tweets worldwide ont été tweetés, mais c'est absolument dingue. Il y a tellement de choses que les choses se noient aussi un peu et que l'information devient plus difficile à cerner, un peu. On le Ouais. prend à la légère, c'est vrai, alors que le mec, il est en train de faire un truc Ouais, absolument c'est absolument dingue. C'est incroyable. absolument Mais c'est dingue. vrai que c'est un peu brouillé avec tout ce qui se fait en même temps. Tout va Oui, tellement par vite. rapport, Tout en va fait, c'est vrai tellement vite. qu'on voit beaucoup de choses autour de lui, que ce soit la crypto-monnaie, Tout, les voitures. Non, mais je parle même dans l'environnement depuis lequel il parle, c'est-à-dire que en fait, tu as une actualité tout le temps maintenant. On vit dans de l'actualité en fait. Il n'y a plus un moment où tout s'arrête un petit peu. C'est un peu fait pendant le Covid, ça a été un peu plus calme, mais il y a tellement d'activités tout le temps maintenant que les informations ont peut-être plus de mal à s'inscrire dans un temps long et à rester. Ça, je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, tellement non, de c'est choses. vrai. Je veux dire, il y a tellement tout le temps de l'actualité qu'au final,
Il y a peut-être, plus longtemps, tu prends quelques siècles, en arrière, il y avait un événement par-ci, un événement Ouais, par-là, c'était visible, on pouvait le circonscrire dans le temps, dans l'espace et cetera. Maintenant, tout est connecté à l'international, ça part dans tous les sens. Les joies il y de a un Paris. petit Ouais, les gens en demandent plus, en fait. Les ouais, gens sont insatiables d'informations et ouais. des événements qui pourraient être juste incroyables et Mmh. faire parler d'eux pendant une année, il y a peut-être 20, 30 ans. Bah, Exactement. aujourd'hui, au bout d'une semaine, c'est fini, c'est cuit. Exactement, exactement, Ouais. exactement. Et ce qui veut peut-être aussi dire que la notion d'histoire va évoluer. Parce que la notion d'histoire au sens du temps long va peut-être évoluer. Le temps, c'est pas d'un point de vue scientifique, hein, mais d'un point de vue plus de la pensée, c'est aussi lié à la production de l'information au sens large. Il y a une telle automatisation dans la production de l'information aujourd'hui que est-ce que le temps a la même valeur? Est-ce que vraiment on est sur des temps aussi... Je sais pas, je sais pas. Est-ce que l'histoire aura du sens? Est-ce que dans un monde où l'information et l'information, j'entends ça au sens vraiment large, dans un monde où l'information est automatisée, est-ce que l'histoire a une fonction? Ça, c'est une autre bonne question. Ça sert à quoi l'histoire dans un monde où tout est automatique, dans lequel, enfin bref, ça c'est d'autres questions sur C'est lesquelles on vrai, pourrait aller, c'est un peu mais plus philosophique. Et justement, en parlant d'information, on va ouais. parler d'un pays où l'information ne circule pas beaucoup. Tu voulais le mettre Bien depuis tout joué. à l'heure. Ah c'est non, mais bien. tu m'as donné les informations. Moi, j'allais en parler là. J'étais. Elle circule, mais Donc, on elle a circule parlé, voilà. bizarrement, quoi. On a parlé d'espace et d'exploration, un peu vraiment la liberté de se déplacer, de découvrir de nouvelles Ouais. choses. T'es allé aussi Corée du Nord. dans l'opposé Ouais, total. ouais. On a lu que tu avais intégré l'université de Pyongyang. Ouais, à Kim Il-sung à Pyongyang. Alors, raconte-nous cette histoire. Comment t'es allé là-bas déjà? T'es parti de la Chine parce qu'il y a un train spécial qui va là-bas. Ouais. Donc il y a que Mais ce moyen pour y aller. C'est chaud là, les gars. Moi, je suis très chaud d'en parler, mais si vous voulez, je vous raconte vite fait le cheminement en fait. Ouais. Au départ, en fait, bon, euh, j'ai 29 ans, mais depuis que j'ai 18, enfin un peu plus tôt même, depuis que j'ai 15-16 ans, je suis très proche des gens du voyage. J'ai rencontré des gens du voyage grâce à la musique, grâce à la guitare. J'ai eu pas mal d'activités en fait avant d'arriver au spatial. Il y a eu les gens du voyage, j'ai fait un peu de politique au niveau européen, je m'étais présenté aux élections européennes en créant un parti. Je suis parti en Côte d'Ivoire diriger la campagne d'un candidat à la présidentielle. J'avais créé ma maison d'édition, je me suis rapproché des indépendantistes basques, je suis parti vivre en Arctique canadien auprès des Inuits. C'est dingue. Et notamment, je suis parti un peu en Corée du Nord, mais en fait, je suis parti en Corée du Nord. Il y a en fait, c'est un cheminement. J'en suis arrivé à vouloir partir en Corée du Nord parce que j'étais à la recherche de choses un peu différentes et un peu où on voyait le monde différemment. Tout à l'heure, je vous ai parlé de LGM Édition, qui est une petite maison d'édition. On a une douzaine d'ouvrages aujourd'hui qui est en vente dans librairie, Amazon, Fnac, etc. Et en fait, tous ces ouvrages, ils sont un peu particuliers parce qu'ils mettent en avant des visions du monde un peu différentes. Et moi, ce que je trouvais cool, dans un monde en perpétuelle standardisation, c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'était d'être dans des environnements différents. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis parti en Corée du Nord. C'était pour voir comment était un monde qui était radicalement différent. C'était pas trop le côté excitation d'une dictature, etc. Je sais qu'il y a des gens qui font des voyages en mode dark tourism, etc., où ils partent en Irak pour tirer, où ils partent dans des endroits chauds et tout, genre tourisme un peu extrême, etc., etc. C'était pas ça. On m'a souvent demandé: «Ah, est-ce que c'est le goût de l'excitation, du risque, et cetera, de partir?» Pas du tout. Ce qui m'a vraiment, motivé à vouloir partir en Corée du Nord, c'est être dans un monde radicalement différent et qui est totalement en dehors des phénomènes de standardisation et en dehors des phénomènes d'uniformisation. Et en fait, je suis parti 2 fois en Corée du Nord. Je suis parti une première Ah fois oui, d'accord. en tant que touriste, pendant une dizaine, quinzaine de jours, et je suis parti une seconde fois, en tant qu'étudiant à l'université Kim Il-sung pendant plusieurs mois. Et ça a été des belles expériences, j'en garde des très beaux souvenirs. Oui, Pyongyang et de manière générale la Corée du Nord est une dictature, c'est même un État totalitaire, c'est plus qu'un État dictatorial, c'est un État totalitaire. D'un point de vue sciences politiques, c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que là vraiment tout tourne autour de la personnalité des Kim. Non, il n'y a pas de liberté, oui, c'est très très violent, non, les gens ne mangent pas à leur faim, non, enfin, tout ce que l'on voit est vrai. Oui, il y a des camps pour les personnes qui sont réfractaires au régime, etc., etc. Oui, c'est très violent, oui, c'est très dur, tout ça, oui. Et je pourrais jamais, comment dirais-je, soutenir le contraire. Après, j'ai quand même eu des beaux moments là-bas, il y a eu des moments qui ont été très sympas, et je garde des super moments avec les Coréens notamment, ça a parfois été très cool, et puis c'était un peu intense comme expérience. J'en garde quand même un beau souvenir, c'est une expérience vraiment qui m'a marqué. Mais voilà, pour vous donner les détails un peu techniques de comment est-ce qu'on va en Corée du Nord ou comment est-ce qu'on évolue en Corée du Nord, déjà, il faut savoir que la Corée du Nord, c'est un pays qui est toujours légalement en guerre avec les États-Unis d'Amérique. La Corée, déjà, pour ce que les gens voient, la péninsule coréenne, c'est une péninsule, c'est comme la Floride un peu, grosso modo, c'est une péninsule qui est entre la Chine et le Japon.
Donc c'est une culture asiatique, c'est le nord-est asiatique. La Corée a été pendant quelques années, pendant plusieurs années, pendant longtemps même, dominée par les Japonais. Donc déjà les Nord-Coréens et les Sud-Coréens ont beaucoup de mal avec les Japonais, ça a été vraiment très tendu. Et en fait, dans les années 50, on est en pleine guerre froide, donc on est juste un petit peu avant le lancement du premier satellite. Il va y avoir une guerre, la guerre de Corée. Et en gros, un petit peu comme au Vietnam, il va y avoir une division du pays entre d'un côté une partie socialiste et de l'autre une partie américaine. Et la partie socialiste va être dirigée par le premier président nord-coréen du régime socialiste nord-coréen, qui est le président éternel Kim Il-sung, c'est comme ça qu'on l'appelle, Kim Il-sung. Ensuite, son fils, ce qui est le général Kim Jong-il. Et enfin, le petit-fils qui s'appelle le maréchal Kim Jong-un. Et donc ce pays est un pays qui a vécu de façon très autarcique pendant les premières années d'existence du régime, jusqu'aux années 90-2000. Et à partir de la mort, je crois que c'est 2000-2010, grosso modo dans ces années-là, de général Kim Jong-il, le petit-fils est arrivé au pouvoir, Kim Jong-un, celui qu'on voit aujourd'hui tout le temps à la télévision, etc., etc. Et lui a commencé un petit peu à ouvrir le pays, un peu comme le fait la Chine. C'est-à-dire on reste un pays dans lequel tout est centralisé, dans lequel en gros c'est le parti qui a le pouvoir. Le parti dans ce cas-là est vraiment incarné par la personne de Kim Jong-un, là où le parti est aussi très incarné par Xi Jinping aux États-Unis, mais en Chine, pardon. Mais là c'est encore beaucoup plus fort parce qu'il y a vraiment toute une, comment je veux dire, on peut rentrer et sortir de Chine facilement. Il y a des vols Paris-Pékin, il n'y a pas de vol Paris-Pyongyang et ça n'existera jamais. D'abord parce qu'aussi on ne reconnaît pas le pays, il n'y a pas d'ambassade là-bas. Il y a un bureau des affaires diplomatiques, un bureau de coopération, on appelle ça, avec une petite antenne culturelle, mais il n'y a pas il y a pas d'ambassade au sens du droit international. Et je suis parti donc, d'abord j'ai fait Paris-Pékin, et en fait je suis allé de deux moyens différents à Pyongyang. Je suis allé une première fois en avion avec Koryo Air. C'est un avion nord-coréen, c'est des Tupolev, c'est des vieux avions soviétiques qui ont été rachetés par la Corée, et c'est la folie quand les mecs pilotent, tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Et ensuite je suis parti en train, et là en train c'est beaucoup plus la folie, quoi, C'est parce ce que que j'ai entendu, ouais, en touristique, t'es parti en train. non, je suis parti en étudiant en train, ouais, c'était D'accord. sévère, là, ouais, c'était ouf. Parce que le train, c'est un autre délire, quoi. Tu es vraiment avec les gens sentent que tu y vas pas en tant que touriste. Les gens voient que tu es un peu posé sur le sujet, quoi. Les mecs, ah, il arrive en train, le mec est chaud, c'est bon, tu vois. Genre, c'est un peu ça, alors que les gens qui arrivent en avion, tu vois, ouais, Pyongyang et tout. Dans le train, c'est un peu ouf, c'est un peu vénère, parce que c'est très beau. D'abord, tu traverses toute la Corée, ensuite tu voyages avec les Nord-Coréens, et ensuite à l'intérieur, c'est la folie. Tu as des petits plateaux repas, tout le monde commence à porter les pins, etc. Et t'entres en Corée, quoi. Et du coup, moi, ce que j'avais entendu, en tout cas par rapport à la Corée, c'était qu'il n'y avait pas assez Internet, on n'avait pas assez d'informations. Ils vivent dans une époque d'avant, par exemple. Ouais, ouais. Peut-être ils n'ont pas les PC actuels, Mm, ou mm, mm. tout ce qui est disponible actuel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Ouais, quel est le niveau, je complète, quel est le niveau de connaissance Ouais. des gens là-bas sur le monde extérieur, en fait? Ce que tu dis, Sofiane, c'était vraiment le cas il y a 10-15 ans. Mais D'accord. depuis, comme je vous ai dit, Kim Jong-un qui a apparu et qui a un peu essayé de moderniser le pays, ça change un petit peu. Ils ont des téléphones portables avec un réseau qui ne fonctionne que dans la Corée. Ils ne peuvent pas appeler à l'étranger. Et moi, d'ailleurs, mon téléphone ne pouvait pas recevoir depuis l'étranger. En fait, on pouvait pas, il n'y avait pas de réseau pour pouvoir recevoir de l'étranger. Donc, je ne pouvais pas me servir de mon téléphone pour appeler. Je pouvais que appeler en utilisant Internet. Et Internet qui peut se connecter au monde, qui n'est pas l'intranet de Pyongyang et de la Corée, il n'est disponible que dans les ambassades et dans les quartiers des étrangers. Voilà. Sinon, il n'est pas disponible. Et d'ailleurs, moi, je me servais soit de l'Internet français dans le bureau de coopération, soit de l'Internet de la Palestine ou du Népal. Je ne sais plus quel était le pays. Mais en gros, c'était des pays dont on voit peu d'ambassades en général dans d'autres pays. Genre, il y avait la Palestine, etc. Et c'était assez intéressant parce que il y avait un Internet qui était ouvert et moi, je m'en servais en allant dans le quartier des étrangers pour pouvoir communiquer un peu avec ma famille, etc., envoyer des messages. Donc, le débit est pas ouf, mais on y arrivait quand même. Et ils ont un peu des téléphones, ils savent vaguement ce qui se passe, mais ils sont quand même ultra, ultra en retard sur pas mal de choses, quoi. Pas mal de choses, ouais. Est Une est-ce autre que question. ouais, vas-y. Désolé. Mais une autre question qui me vient à l'esprit, c'est, je sais pas, je les vois pas s'amuser, faire la fête, boire, picoler après, ou en fait, je les vois un peu comme nous aujourd'hui, confinés à Ouais, ouais. 19h, 20h, on rentre à la maison et c'est fini. Est-ce que c'est comme ça ou non, en fait, Oui et non, oui et non. C'est-à-dire que, il y a quand même une vie très festive parfois à Pyongyang. C'est pas d'accord. la fête comme on le voit, genre, pendant les fêtes de Bayonne, ou c'est pas la fête en mode Ocean Drive à Miami, quoi. C'est pas bon, on va quand même Version un peu À plus soft. l'extrême quand même. non mais voilà, c'est pas cette folie-là. C'est plus la fête en mode, les années socialistes, en Allemagne ou, en Allemagne de l'Est ou à Des Moscou, défilés, et cetera, ouais. c'est en gros beaucoup des karaokés, des petits bars où les mecs ils picolent entre eux, puis ensuite ils rentrent chez eux, et cetera, et cetera. Mais il y a un petit peu de fête, il y a du sport
Et voilà, il y a des moments où les gens se rassemblent. Après, c'est pas très gai et c'est pas très fun comme atmosphère. Tout est très D'accord. lourd. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est que tout était toujours très lourd, quoi. Tout était, tu sentais que, L'ambiance, elle est, ouais, l'ambiance, elle est poussive, quoi. Tu sens que les gens sont pas légers. Tu sens que les gens te regardent pas avec facilité, ne te parlent pas avec facilité, ne rigolent pas avec facilité. Tu sens qu'il y a comme un peu un bruit de fond où tout est toujours un peu, un peu lourd et dur, tu vois. Mais de temps en temps, c'était sympa. On picolait un peu, et on faisait un peu de sport, un peu de basket, etc. avec les Coréens, c'était cool. OK, et est-ce que tu as eu peur la première fois que tu es allé? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit: «Putain, ça se Non. trouve, je vais jamais repartir d'ici, quoi»? Non, 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 non. Si tu y vas et que tu respectes les règles, il n'y a aucun souci. C'est pas du tout un pays qui ni a intérêt à justement donner cette mauvaise image, même si ça a été le cas. Il faut quand même rappeler qu'il y a un étudiant américain qui est mort, Otto Warmbier, qui avait volé une affiche dans un hôtel et il a été torturé en Corée du Nord et il est mort en Corée du Nord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Et moi, j'étais au moment où il était en Corée du Nord, j'étais en Corée du Nord en tant qu'étudiant. Et j'étais aussi allé juste avant en tant que touriste. Quand je suis allé en tant que touriste, j'ai pas eu peur. J'ai respecté. On me demande de pas faire trop de photos. C'est un peu, maintenant, c'est devenu un peu une légende parce que tu peux quasiment prendre en photo tout ce que tu veux. Tu fais attention, tu manques pas de respect. Quand on te dit il faut pas sortir de l'hôtel, tu sors pas de l'hôtel. Et quand tu respectes les règles, les mecs sont très sympas. Les guides qui sont là sont vraiment, comment dire, ils parlent très bien français ou très bien anglais. Ils sont très bien éduqués, ils sont très gentils, généreux. Ils sont d'une douceur. Ils adorent voir des étrangers parce que justement, c'est une fraîcheur pour eux, c'est une respiration. C'est une fenêtre vers, Exactement, c'est une fenêtre. Donc si tu respectes le truc et que tu poses pas de problème, c'est vraiment une expérience, ça peut être intéressant. C'est peut-être pas l'expérience que je recommande à tout le monde parce que c'est quand même un pays, très particulier et puis il faut moralement se dire: «Est-ce que j'ai envie d'aller visiter un pays qui est totalitaire, une dictature et cetera?» Il y a des gens qui sont contre ça et qui veulent pas mettre de l'argent pour faire ce type de voyage. Bon, ça c'est après libre à chacun. Là où j'ai eu peur, c'est quand j'étais étudiant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais touriste, il y avait des activités tous les jours et c'était assez bien structuré et rythmé. Quand je suis parti étudiant, en gros, j'étais dans un hôtel parce que les chambres étudiantes étaient en rénovation. J'étais dans l'hôtel qui s'appelle le Changwangsan, qui est juste en face de la patinoire à Pyongyang. J'en garde encore des souvenirs où je courais, et cetera. Et c'était vraiment ça, c'était tu très courais sympa. comment? Tu fuyais ou tu courais? Non, 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 je courais pour m'entraîner, OK, d'accord. et parce que j'avais besoin un peu de respirer. Ouais. Et en gros, les journées étaient un peu monotones. C'était on se lève, on va à l'université, il fait froid, on mange tous les jours la même chose le matin, le midi, le soir quasiment. Il n'y a pas beaucoup de variété dans ce que tu manges. À la télévision, c'est toujours des reportages sur Kim Jong-un, Kim Jong-il ou Kim Il-sung. Tu vois, c'est à la fin, ça te Putain, prend c'est un peu la space quand tête. même. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus tu avances, plus en fait, moralement, tu t'étouffes en fait. Et moi, ce que j'ai fait pour justement résister un petit peu à ça, c'est que plus j'étouffais, plus je partais courir loin et pendant longtemps. Je partais faire du jogging, quoi. Et donc, à un moment, j'en arrivais quasiment à partir faire du jogging, pas tous les jours, mais tous les 2 jours, je partais faire 1 heure de jogging, 1h15, 1h30, 2 heures, parce que j'avais besoin juste de m'aérer. Ce qui fait que je connais Pyongyang par cœur aussi. Ça, c'est un truc un peu ouf. J'ai dit dans une interview précédente, mais s'il n'y avait pas eu Google Maps, je pourrais vraiment faire une carte parfaite de Pyongyang. J'ai couru dans des endroits parfois, je sais que j'avais pas le droit d'y aller, j'y allais quand même parce que je voulais voir ce que c'était, et cetera. Et après, je faisais rien de mal, je partais courir, j'étais étudiant, et cetera, je me posais pas de problème. Mais une fois, mes guides, parce qu'en fait, quand on part là-bas, on est suivi H24 par des gens. On peut pas être autonome. D'ailleurs, on peut pas arriver, prendre une chambre d'hôtel. Tout est organisé par l'État, et cetera. On est suivi 24/24. Moi, je dormais avec mon surveillant quand même, qui avait mon âge, qui parlait français, qui avait étudié un peu en Suisse, et cetera. Mais je dormais avec mon surveillant. Bon. Et une fois, je suis parti courir trop loin, trop longtemps et je me suis fait engueuler quand je suis rentré, dans ma chambre. On m'a dit: «À Pyongyang, il y a des règles et si vous ne les respectez pas, on vous punira». Et quand on m'a dit ça, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Et en fait, c'était à l'époque où justement il y avait ce garçon, Otto Warmbier, vraiment qui a été torturé, hein, qui est mort là-bas. Et je me suis dit: «Bon, mais il faut que je rentre, je me sens plus en sécurité». Et je suis rentré, grâce à l'aide diplomatique de la France parce qu'on ne peut pas retirer de l'argent en Corée du Nord. C'est un peu particulier, il n'y a pas de banque. Oh, je C'est très compliqué, donc j'avais besoin d'argent pour payer mon billet d'avion. Et il aurait fallu que je, enfin bref, c'était assez compliqué. Et donc c'est la France, l'État français qui m'a prêté de l'argent. L'ambassade, le bureau diplomatique de coopération, en la personne de Jean-François Fitou. Je parle de ces informations parce qu'elles sont publiques et que c'est des choses dont j'ai le droit de parler et qui n'engagent rien de mal, quoi. Et j'ai remboursé ensuite cet argent parce que ça m'avait été prêté pour que je puisse sortir de Pyongyang et repartir vite vers Pékin. Et ensuite de Pékin, j'ai rejoint la France. Ouais. Mais donc Ah oui. ça a été assez intense. Je suis rentré
un peu précipitamment parce que je commençais moralement à en avoir un peu marre et parce que je savais pas ce qui allait se passer si je continuais à rester dans un environnement dans lequel je me sentais pas à l'aise. Si j'allais commettre une bêtise, si j'allais me retrouver dans une mauvaise situation à un moment, et cetera. Et tout ça a fait que j'ai pris peur et que j'ai voulu rentrer vite. Ouais. Mentalement, ouais, ça doit faire assez, Ouais, c'était un peu à la fin, c'était moins sympa. Mais je garde une très belle expérience. Je garde notamment un moment merveilleux où je suis parti skier en Corée du Nord. J'ai skié en Corée du Nord, ce qui est assez rare. Et je dis ça parce que c'est un peu ouf quand même, parce que c'est vraiment. Déjà partir en Corée du Nord, c'est ouf, mais skier, c'est vraiment, tu mets la barre encore plus ouf dans le truc que personne n'a fait et qui est vraiment dingue. excellent ça. Je pense qu'il y a moins de personnes étrangères qui sont parties skier à Pyongyang qu'il y a de personnes qui ont séjourné sur l'ISS. Pour faire le lien avec le spatial. Non, je sais pas, je dis des bêtises là, mais je suis parti skier, j'en garde un merveilleux souvenir. Les Coréens sont profondément gentils, ceux avec qui j'étais, très durs, très militaires. C'est vraiment une société militaire, mais il y avait des moments de profonde humanité et des moments où ça a été très dur aussi, parce que les mecs, parfois, ils te mettent la pression, tu vois. Ils te mettent un peu la pression, etc. Donc c'est ambivalent. Dans l'ensemble, c'est quand même un pays très dur, c'est quand même une dictature, c'est un État totalitaire, mais on peut pas juste dire c'est nul et voilà quoi. Il y a plus que ça. Les gens sont comme partout. Il y a des gens bien, pas bien, mais dans l'ensemble, les gens sont quand même très heureux de pouvoir parler avec des étrangers. Ils me posaient plein de questions, moi. Quand je C'est leur ça que montrais des j'allais, ouais, photos et tout, ils justement. hallucinaient. Est-ce que quand ils te voient, ils se disent comment ça se passe là-bas, comment c'est là-bas? Ouais. Justement parce qu'ils ont ce manque d'informations. Oui et non. Oui et non, parce qu'ils ont un peu peur en fait. Ah, ils Oui et sont. non, ils restent un peu Ouais, sur ils la peuvent réserve. pas. Et Ah puis il y ouais, a un c'est. truc aussi, c'est que dans la culture asiatique, que ce soit chinoise, coréenne, Ouais, ils japonaise, se parlent pas. il y a Oui, quand même c'est vrai, un rapport avec l'occidental qui est un peu spécial, quoi. Donc c'est vrai. eux, ils osaient pas trop Mais non même plus. entre eux. Et même entre eux, bon voilà, ils ont des rapports qui sont pas les rapports qu'on a entre, par exemple, français, entre italiens, espagnols ou je ne sais quelle autre nationalité. Mais c'est vrai qu'ils me demandaient un petit peu, ouais, ils étaient assez intéressés, assez curieux de comment c'était, de comment ça fonctionnait, etc. Et moi, je me rappellerai toujours quand j'ai dit à Songjin, qui était donc mon surveillant, Songjin Dongmu, je l'appelais, ça veut dire camarade, mais c'est le camarade pas très respectueux Dongmu. Le camarade respectueux, c'est Dongji. On parle de Kim Jong-un Dongji. Voilà, donc c'est le camarade Kim Jong-un, mais d'un point de vue formel, il y a des niveaux de respect en fait dans la langue coréenne, et que ce soit au nord ou au sud. La langue qui est parlée au nord, C'est la même non, langue? ça, Pour ça, dire ça, bonjour, c'est ça un évolue. annyeonghaseyo aussi, c'est pareil? Non, Non? non, non, D'accord. on est plus sur des comment dirais-je, on est sur des degrés de respectabilité qui sont plus intenses en Corée, sur une langue qui est plus épurée et dont l'influence principale pour les nouveaux mots, notamment technologiques et un peu worldwide, sont des mots plutôt russes, plutôt que des mots anglais et américains comme on peut retrouver au sud. D'accord. Voilà, les deux C'est ont suivi un intéressant. petit peu les influences. Mais par exemple, on dit pas 안녕하세요 pour dire bonjour, on dit 안녕하십니까. Voilà. Pour 사람입니다. 김일성 중앙대학 유학생입니다. Voilà, je me présentais tous les jours, je suis un étudiant étranger, etc. Je suis français, machin. Et donc Excellent. voilà, et donc voilà, je parlais un petit peu comme ça avec les différentes personnes avec lesquelles j'évoluais. Et j'en garde des bons souvenirs, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je referais. Et ça m'a un peu. Ouais, à la fin, j'étais très heureux de rentrer en France. Et oui, non, pardon, j'avais oublié l'anecdote. Quand j'ai dit à Songjin Dongmu, donc mon camarade qui me surveillait, qu'en France, on pouvait aller dans un hôpital et être soigné quasi gratuitement, même si c'est pas gratuit, si on paye, etc. Il y a des impôts, il y a la sécurité sociale, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans On a l'idée, l'esprit tranquille. on a l'esprit tranquille, il y croyait pas. Et quand je lui ai dit que l'école était gratuite, hein, il y croyait pas. Et quand je lui ai dit que les routes elles étaient gratuites, il C'est y dingue. croyait pas, etc. Et là, tu es resté vraiment basique, Et hein? là, je suis vraiment resté basique et je lui dis, tu sais, la France, c'est un pays qui est aussi très avancé sur le plan social, même si on n'est pas, comment dirais-je, socialiste au sens où on se définit comme un pays avec une histoire socialiste, etc. On est hyper avancé sur le plan des luttes sociales et on a vraiment des trésors et c'est fabuleux. Et quand je dis ça, il me croyait pas, quoi. Je Il pense était que c'est fou. vraiment l'opposé, en fait. La Bah France et ouais. la Corée du Nord, Bah, c'est bien sûr, bien limite, sûr, c'est l'opposé, bien sûr, quoi. bien sûr, bien sûr. C'est Parce que moi, ils me traitaient de capitaliste et tout, machin. Il y a eu un moment très cool où ils se sont mis à chanter l'international et ils l'ont chanté en français. C'était très cool, ça. C'était très émouvant. Et ils connaissaient le temps des cerises aussi en français. Donc, OK. ouais, non, non, Ah oui, ils apprennent. Ouais, 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 Ok. ouais, ouais, bah, ils ont une culture socialiste comme on pouvait en avoir dans les années 50-60. Voilà, c'est des classes, ils sont très bons, ils sont très très bons en mathématiques, ils sont très très bons en cyber. Il y a beaucoup de cyber attaques d'ailleurs qui viennent de la Corée du Nord. C'est des mathématiciens, c'est des chercheurs. Ils ont un programme spatial, la Corée du Nord, ce qui est fou. Quand je dis ça aux gens, ils sont pètent un câble. Mais Oui, c'est vrai que. ils ont un programme spatial, ouais. Ils ont des vecteurs, ils peuvent envoyer une charge nucléaire, ils peuvent envoyer des satellites, etc. etc. Ils ont accompli certaines choses et en plus, ils l'ont accompli seuls. Donc, pour ça, chapeau, ils bossent très dur, etc. etc. Et après, il y a d'autres aspects. C'est aussi, voilà, c'est aussi une plaque de contrebande. Aux frontières, ça part dans tous les sens. Oui. Il y a quand même des attaques qui sont des attaques
violente. Il faut se rappeler quand même que le demi-frère ou beau-frère ou neveu ou je ne sais qui de Kim Jong-un avait été assassiné à Kuala Lumpur. Vous savez, on lui avait Ouais. jeté de la poudre dans le visage, c'était un poison, et il était mort quelques heures après, etc., etc. C'est un pays qui reste très violent, c'est un pays qui souvent menace les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui souvent menace le Japon, etc. C'est un pays qui est virulent. C'est pour ça que Donald Trump était allé là-bas et avait dit, bon, on va se calmer et on va plus parler. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je dis pour défendre Donald Trump. Sur ce point, on peut vraiment le défendre. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui a voulu œuvrer pour le rapprochement de la Corée du Nord avec l'Occident. Et c'est lui qui est vraiment parti en mode je vais essayer d'aller ouvrir un petit peu la Corée du Nord au reste du monde. C'était une Et scène incroyable On quand n'a même, pas hein. eu, on n'a pas C'est eu ce fou, hein. sentiment quand Mais même. c'est fou. À Twitter, Non, non, mais non, c'était non, quand non, même mais- une scène incroyable de le voir Ouais, il est enfin, serrer parti. la main à Ça, Kim Il est, c'était- Jong-un. il est- c'était il est ouf, parti en Corée du Nord, ce que aucun président n'avait fait et ce que tous les présidents avaient refusé. Lui, il a dit non, non, moi je vais aller rencontrer Kim Jong-un, on va parler, on va se calmer un petit peu et on va voir ce qui est possible de faire. Et après, bon, le truc n'est pas exactement évolué dans la direction qu'on souhaitait, mais c'était quand même vachement fort de sa part symbolique, ouais. et c'était super visionnaire de sa part. C'était super visionnaire. Mm. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, et pour terminer sur la Corée, d'un point de vue un peu stratégique, c'est que la Corée du Sud aujourd'hui a une très grande présence américaine, comme au Japon, vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bon, et là, c'était au lendemain de la guerre de Corée. Il y a des présences. Par exemple, le Japon, il y a vraiment une présence américaine qui est très forte, peut-être un petit peu moins maintenant, mais qui a été très forte sur les dernières années. Idem en Corée du Sud. Et en fait, la Chine voudrait surtout pas que la Corée du Nord se rapproche trop de la Corée du Sud parce qu'ils voudraient pas. En fait, ils veulent garder cette zone tampon pour pas en fait avoir les Américains à leurs frontières. Et c'est voilà aussi parmi les enjeux géostratégiques. En fait, la Chine veille à ce que la Corée du Nord reste la Corée du Nord, anti-américaine, etc., etc., pour en fait pas trop que les Américains se Sorte rapprochent de base, via quoi. la Corée. Exactement. Voilà. Ok. Voilà. C'est le dernier truc. Il y a une frontière Exceptionnel. d'ailleurs en Corée qui est au 48e, je crois, parallèle, et qui est la DMZ, la zone démilitarisée. Je sais pas pourquoi ça s'appelle zone démilitarisée, alors qu'en fait c'est la zone où il y a le plus de mines au monde en termes de surface, etc. C'est une zone ultra militaire, etc. Et parfois il y a des gens qui essaient de traverser la frontière qui n'y arrivent malheureusement pas et qui donc traversent plutôt la rivière, etc. Il y a pas mal de défecteurs nord-coréens. Ouais. C'est exceptionnel. On a l'impression, en t'écoutant, que tu as vécu 40 vies. Non, non. C'est dingue. Mais c'est gentil, je me suis un peu plus posé maintenant, c'est vraiment le spatial, mais je pourrais te parler des gens du voyage, ça a été pour moi la plus belle expérience de ma vie pour l'instant. Le spatial, c'est brutal sur le plan intellectuel, parce que c'est que des brutes, les mecs, c'est que des beaux gosses intellectuels, les nanas, les mecs, tous les gens que tu rencontres, c'est des tronches, les mecs, c'est passionnant. Les mecs n'ont aucune limite, si tu veux, ils te parlent d'aller marcher, c'est vraiment fou. Mais les gens du voyage, c'était la même chose, mais dans le cœur, quoi, dans le cœur et les émotions, ouais, c'était la folie. C'était vraiment la plus belle période, ouais, peut-être l'une des plus belles périodes de ma vie avec les gens du voyage aussi. Je pourrais t'en parler, c'est quel grand peuple. C'est vraiment, c'est. Ça se voit que Et, tu parles vraiment non, avec non, non, mais amour. Ouais, c'est. ouais, 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 ça se voit, ça se voit, ouais. Ça se ressent de ouf. Ah, ils C'est- m'ont un peu sauvé à un moment où ça a été un peu chaud, quoi. Ça a été un peu difficile à un moment dans ma vie. J'étais un peu seul. Et ils m'ont un peu aidé. Avec Buzz l'éclair aussi, que j'ai rencontré Buzz Aldrin d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, je vous l'ai dit, ouais, j'ai fait un selfie avec lui. Vous pouvez regarder. J'ai supprimé mes comptes, j'ai supprimé Insta et tout, je m'en sers un peu moins. Mais j'ai rencontré Buzz Aldrin, ouais. Ouais. Il était à Strasbourg dans une université que j'ai faite qui s'appelle l'ISU, International T'as fait Space combien University. d'universités Non, non, mais- Ah, non, 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 c'est non, là, c'était juste un semestre d'été. Là, c'était juste un semestre d'été. Là, c'était juste un semestre d'été. Il est parti, il est passé pour venir parler un peu et tout. Et j'ai un peu volé le selfie. C'est-à-dire que je me suis mis à côté de lui, j'ai fait le selfie. Parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient faire un selfie. Je le vois sur la photo, il comprend pas ce qui se passe, quoi. Mais voilà. Et- C'est une légende, quoi. Tu rencontres un mec qui a marché sur la Lune, quoi. Le mec est chaud, quoi. T'as fait quoi? J'ai marché sur la Lune. Putain, Ah ouais, c'est dingue. solide. Et quoi. toi? Mais Et- ouais, c'est. Moi, tu vois, on parle de plein d'expériences, etc. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai eu l'envie de vouloir le faire aussi, c'est pas qu'une chance. C'est jamais des trucs qui m'ont coûté beaucoup d'argent, etc., etc. On m'a dit, ouais, tu peux le faire parce que tu as de l'argent, etc. Pas du tout. C'est pas des trucs qui coûtent spécialement de l'argent, etc. Les gens du voyage, vous prenez le métro. C'est des gens simples. Ouais, c'est partout. La Corée du Nord, faut payer le billet, je veux dire, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas des sommes qui sont démentielles. Se présenter aux élections européennes, il suffit de rassembler autour de soi une équipe, d'avoir un projet, une vision, de mettre un petit peu de médias derrière soi pour avoir une petite présence médiatique et tout, et on se lance. Faut avoir faut avoir des envies et des trucs, et en plus ça se fait. Le problème que j'ai, c'est que souvent on me dit, ouais, tu te disperses, etc., etc. Mais moi, je me disperse pas, je sais très bien où je vais, et j'ai fait toutes ces choses parce que ça me plaît, parce que c'est la vie que j'ai voulu mener, parce que je pense qu'il faut vivre libre, et je pense qu'il faut faire des choses différentes, originales, il faut aller à la rencontre des gens différents, faut se heurter un peu à des choses différentes, faut vraiment être, ouais, faut faire des choses différentes, faut vivre funnement, quoi, faut vivre funnement, faut s'éclater, nous prenons pas la tête, arrêtez les gens là sur Twitter à débattre des heures et des heures,
aller faire d'autres choses un peu. Je sais pas, je suis un peu dur, mais Et justement, aujourd'hui, si on veut lire un peu tes ouvrages, etc., ouais. comment on peut retrouver tout ça? En gros, j'ai un site internet, c'est monnom.com. C'est enfin pas monnom.com, mais On le mettra dans la description. c'est Stivo qui avait fait ça. Il avait écrit my name sur ses fesses et parfois c'était un mec de Jackass et il disait I've got my name tattooed on my ass. Et donc les gens Oui, disaient oui, comment du ça coup, voilà, mais bon, pareil bref. pour Ouais, des gens qui avaient dans leurs mains. S'il y a mon, regarde, s'il y a mon nom écrit, s'il y a ton nom écrit dans ma main, ouais. alors tu m'embrasses, sinon Et il y avait écrit ton nom. tu gagnes 50 euros. Eh ben, il y avait écrit ton nom, oui. Putain, c'est génial. Et du coup, oui. Donc c'est pas monnom.com, c'est louisdeguillonmatignon.com. Ok, on mettra dans le lien dans la description de la vidéo. Très cool. J'ai Facebook, j'ai Facebook et j'ai LinkedIn. Mais si les gens voilà, veulent échanger ou quoi, LinkedIn, moi je me sers pas mal de ça. Et sinon, après, pour Toucan Space, l'activité d'envoi d'objets dans l'espace, on est surtout sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Insta. Toucanspace.com. Ouais, et aussi toucanspace.com. Et voilà, et je suis super heureux d'avoir été invité par vous. C'est vraiment très cool Merci parce à que toi. Merci, ça m'a merci. permis de faire un peu ça m'a permis de repartir du spatial dans lequel je vis actuellement et qui vraiment me passionne. Et c'est vraiment, j'ai trouvé une voie dans laquelle vraiment j'ai envie de rester là dans les prochaines années et de construire et de consolider dans cette direction-là. Mais ça m'a permis de revoir un petit peu mon passé et avec toutes ces expériences et ce cheminement, etc., pour finalement en arriver à l'espace. Et c'est sympa de s'être prêté à cet exercice. Donc, vraiment, merci, quoi, c'est très cool. Très Merci à agréable. toi. Merci à toi. Nous, on a adoré faire cette introspection avec toi. Ah non, c'était vraiment cool. Et justement, pour conclure sur ce Ouais. podcast d'exception, j'aimerais te poser une question. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, vraiment, Ouais. ce serait que la société Gamma fonctionne et qu'on puisse faire des photos des astres les plus lointains dans l'espace. Et si j'arrive à faire ça, vraiment, je pense que j'arrêterai tout et je ferai une petite vie tranquille, j'arrêterai les projets, etc. Et si j'arrive à faire une photo de Neptune, une photo de Charon, de Triton, je sais pas, d'Uranus, etc., avec une voile solaire de plusieurs milliers de mètres carrés, avec une équipe et avec ce projet qui a fonctionné, je serai l'homme le plus heureux du monde, quoi. C'est tellement beau la conquête spatiale. Voilà. Louis, merci beaucoup. Merci. Merci, Anne, merci, C'était Sofiane. C'est exceptionnel. très cool. Merci à C'est vous pour un votre vrai attention. plaisir. Ouais, Et de je t'accueillir, pense que pardon. les personnes qui verront cette vidéo Ou qui adoreront, qui l'écouteront sur Spotify ou qui la verront sur YouTube seront vraiment subjugués et émerveillés par tout ce que tu nous as raconté. Mais c'est cool. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.